ça aille bien. Ah, parce que oui, il va falloir que j'accède. Là, je peux laisser le micro, là, il est, Oui. il est bien. Oui, non, ça ira, t'inquiète. C'est juste que je trouve bien. Voilà. Trouver la place. Ah, vous utilisez aussi un téléphone comme moi. Bah oui, parce que je crois que j'ai bien fait finalement de prendre plutôt le téléphone que la deuxième caméra, parce que là je pense que ça... Ah oui, ça aurait été bien en termes serré. de place, ça aurait été compliqué. Ouais. Voilà, en toute logique, c'est tout bon. Hop, on va le lancer. Ça aussi. Ah bah attends, moi aussi, mon truc. Là, mieux. Tu voudras t'asseoir, toi, ou tu veux rester? Ouais, je vais m'asseoir. Bon, bah, J'aime bien. Comme ça, je reste j'aime comme bien ça. le Comme... fascisme. Au bistrot, le verre de Ricard, c'est ça? Apparemment. Si le téléphone veut bien se lancer, c'est très bien. On peut juste refaire un petit test. Oui. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Allô, c'est parfait. C'est parfait. À votre disposition, RFI France 24. Ouais, il est un peu à l'arrêt. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est ton perso, ça? Bah oui. J'ai pas le pro n'a pas ce qu'il faut. C'est pas grave, on va recommencer. Vous avez assez d'espace dedans? Ah oui, non, tout va bien. Voilà, c'est pour ça. Donc là, en toute logique. On va mettre... Très bien. Est-ce que vous avez un téléphone? Ah bah oui, le téléphone est toujours en... Est-ce que vous pourriez le mettre en mode avion? Oui, bien sûr. J'entends un bzzz. Ouais, oui, en fait, c'était le grand ordinateur que j'ai éteint. Je le mets en mode avion. Hop. Avion. Voilà, c'est fait. Oui, c'est très bien. Donc ça, c'est le plan large, en fait, et ça, c'est le plan resserré. Toujours bien d'avoir un œil un peu loin. Extérieur. Oui, c'est- Et du coup, là, c'est un peu plus comment on dit, Oui, contrasté. oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas la même, caméra, donc c'est tout à fait normal. Ok. Je sais pas si on voit là. Tu peux me dire si on voit maman ou pas? Oui, on va tu peux faire un clap. On peut commencer? Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous définir ce qu'est le panafricanisme? La notion de panafricanisme est constituée de deux vocables. Il y a le vocable pan, qui, dans la langue grecque comme dans la langue latine, renvoie à la totalité, au monde, à l'univers. Et il y a africanisme, c'est-à-dire tout ce qui relève de la civilisation négro-africaine sur la planète. Donc le panafricanisme, c'est un ensemble un faisceau d'idées
ayant pour but de rassembler, de définir, de défendre tout ce qui représente la société, la culture africaine sur le continent africain et dans le monde. Alors maintenant, ce panafricanisme a une histoire. Les premiers théoriciens du panafricanisme appartiennent aux diasporas noires américaines, d'Amérique du Nord. Ils sont des descendants d'esclaves. Ils sont confrontés au fait de la stigmatisation de l'homme et de la femme noirs qui sont déclassés, comme vous le savez, à partir du XVIe et du XVIIe siècle comme marchandises. Ils sont héritiers de ce malheur d'être considérés a priori comme des sous-citoyens américains et se posent la question de leur valeur anthropologique, de leur valeur humaine et cherchent à se reconnecter avec quelque chose qui leur donne un peu plus d'estime de soi. Et ce quelque chose, ça va être la civilisation négro-africaine pré-négrière, pré-coloniale, avec laquelle ils vont chercher à renouer. Donc il y a le panafricanisme des diasporas qui part d'Amérique du Nord. Il va se connecter à un panafricanisme des métropoles coloniales occidentales. Celui-là est le fait d'intellectuels issus des colonies britanniques, des colonies françaises, des colonies portugaises, espagnoles, d'Afrique, d'Asie, etc., qui sont également à la recherche précisément d'un foyer de pensée, d'un foyer de civilisation permettant de retrouver la dignité de l'humanité négro-africaine mondiale d'avant la traite négrière, d'avant la colonisation. Et c'est la fusion de ces deux courants qui va épouser le troisième courant du mouvement panafricaniste, à savoir le courant continental. Les élites continentales vont entrer en relation avec les élites nord-américaines, avec les élites afro-européennes, et tout ceci va se matérialiser dans les grands congrès panafricanistes de la fin du 19e siècle, du début du 20e. Et voilà comment tout ceci va devenir un foyer d'idées, de civilisation, qui se focalise autour, globalement, on va dire, de trois thèmes. Premier thème, le retour aux grands enseignements de la civilisation africaine multimillénaire. Deuxième thème, la refondation d'une puissance politique, économique, africaine, continentale, qui puisse servir en quelque sorte de havre de paix, ou en tout cas de zone de repli pour tous les Africains du monde traumatisés par le triple phénomène négrier, colonial et impérial. Et puis, il y a une troisième dimension dans ce panafricanisme-là, inspirer une renaissance culturelle dans le domaine des arts, dans le domaine de la musique. Vous voyez, une musique, par exemple, comme le reggae jamaïcain va énormément participer de ce mouvement-là. Le jazz américain va énormément participer de ce mouvement. Et les grands artistes du continent vont s'inscrire dans cette musique de revendication et d'émancipation. Je pense à Myriam Makeba, je pense à Manu Dibango, à Franklin Bukaka, à Kaba Sele. Tous les grands noms de la musique africaine et même des arts et de la littérature africaine vont s'inscrire dans ce mouvement. Ça donne en littérature le courant de la négritude, avec Senghor, avec Damas, avec Césaire. Donc, ce sont ces trois axes. L'axe du retour à l'Afrique, et donc le dépassement du traumatisme négrier, colonial et impérialiste, l'axe de la reprise de l'autonomie, donc la question vraiment de la refondation d'une civilisation politique africaine, et enfin l'axe vraiment du renouveau culturel, de la renaissance culturelle. Voilà les trois aspects du mouvement panafricaniste, à l'intérieur duquel il y a des différences. Pour moi, il y a deux grandes différences qui émergent pendant le XXe siècle. C'est d'un côté le panafricanisme révolutionnaire, qui milite pour l'indépendance radicale, totale et complète de l'Afrique, de toutes les tutelles, donc la décolonisation complète, le départ des puissances coloniales et la fondation d'États africains entièrement souverains. Et il y a le panafricanisme que je dirais évolutionniste ou collaborationniste, qui va dire l'Afrique ne peut pas être immédiatement capable de se gérer elle-même, il vaut mieux qu'elle reste sous des tutelles plutôt bienveillantes de puissances coloniales qui vont l'accompagner vers la maturation de ces États, de ces nations, avant de se retirer. Ce sont les deux courants qui vont s'affronter tout au long du XXe siècle. Vous-même... Pardon. Tu peux enlever ça, le mettre par terre? Ça là? Ouais, mets-le par terre. Assieds-toi à côté de moi, parce que tu bouges beaucoup, et au niveau du regard, c'est... Voilà. Ah oui, comme ça vous nous regardez. Voilà, mets-toi à côté de moi, on sera au même niveau, et voilà. comme ça, tout va bien. Très bien.
Super. Ça continue. Ouais. Comme ça. C'est bien. Ok, donc la question, la relance, c'était quoi? C'était, est-ce que vous Comment je me définis par rapport... Est-ce que vous vous définissez comme panafricaniste et est-ce que vous l'avez toujours été? Oui, alors moi j'ai toujours été panafricaniste. J'appartiens plutôt au panafricanisme révolutionnaire, mais un panafricanisme révolutionnaire que pour ma part j'ai reformulé dans un sens nouveau. Le panafricanisme révolutionnaire du XXe siècle était bien souvent ancré dans l'idéologie communiste, dans le marxisme-léninisme, bref, dans la gauche radicale. C'était les théories de Marx, de Lénine, de Mao qui inspiraient les leaders de ce courant panafricaniste. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Julius Nyerere. Ils appelaient cela socialisme africain, mais ils appartenaient à l'école marxiste-léniniste. Alors que le panafricanisme, on va dire évolutionniste, il appartenait au courant libéral, il appartenait au courant de la collaboration avec les tutelles, les anciennes tutelles coloniales, l'idée d'un monde arrangé sous tutelle, d'un monde qui est à peu près celui que les Africains aujourd'hui contestent massivement. Pour moi, il faut un panafricanisme révolutionnaire traditionnaliste. Autrement dit, il faut concevoir un changement des sociétés africaines qui tire les leçons du double échec du capitalisme et du communisme au XXe siècle. Et pour nous, Africains, cela voudrait dire revisiter les fondements des valeurs sociétales africaines, s'en inspirer pour bâtir des institutions qui soient vraiment le reflet de ce que nos ancêtres les plus brillants, les plus géniaux, ont fait de plus grand. Et ça renvoie globalement à l'histoire très longue de la civilisation négro-africaine qui remonte au grand moment négro-égyptien d'il y a 3500-4000 ans, où se pratiquait une éthique politique dite de la Maat, la vérité-justice, l'État ayant vocation à assurer la solidarité de tous envers chacun et de veiller à ce que la société humaine soit en équilibre avec la nature, en équilibre en son propre sein et que l'homme lui-même soit en équilibre. C'est le concept de Maat. Alors, moi, je travaille sur la notion de maatocratie, c'est l'objet de mon prochain ouvrage, c'est de tenter un dépassement théorique de la démocratie par la maatocratie pour l'Afrique. Donc, j'ai été influencé, j'ai grandi dans le sillage du panafricanisme révolutionnaire africain, parce que j'ai grandi au Cameroun, vous voyez, j'ai laissé ça là sous vos yeux. L'Union des populations du Cameroun, c'est le mouvement qui va porter la lutte radicale d'indépendance dans mon pays natal, le Cameroun. Et je suis né dans le bassin de ce mouvement-là, au Cameroun, l'UPC. Alors, si vous regardez un peu l'histoire, vous verrez que les leaders de l'UPC ont tous, presque sans exception, été éliminés entre les années 50 jusqu'aux années 70 par les régimes imposés par la France au Cameroun et par l'armée française. Alors, ils ont vraiment été ciblés comme tels. Au XXe siècle, on considérait que dès que quelqu'un était proche des communistes ou communistes, on pouvait lui faire une opération homo. Félix Moumié, 3 novembre 1960, éliminé par un espion de la DGSE, William Bechtel, ça a été documenté, il n'y a même pas de doute. Ruben Oumniobel, lui, il est abattu par l'armée française le 13 septembre 1958 au Cameroun, à Boumniebel, parce qu'il demande l'indépendance radicale du pays. Ernest Wandier est exécuté le 15 janvier 1971 par l'armée camerounaise, mais à Bafoussam, parce qu'il revendique l'indépendance radicale. Il veut que l'armée française parte, il veut que la monnaie française, qui s'appelait le franc, des colonies françaises d'Afrique, que cette monnaie soit démantelée. Et donc, il est condamné à mort et exécuté. Je viens d'un pays qui a une histoire très douloureuse. C'est une guerre d'indépendance qui a coûté près d'1 million de morts au pays, notamment dans les pays Bassa et Bamileke. Il y a eu un très beau travail de vos collègues Thomas Deltombe, Manuel Domergue et un Camerounais qui s'appelle Tatitsa. Ils ont fait un très beau livre, La guerre oubliée de la France au Cameroun. Je vous invite à découvrir ça. Donc moi, j'ai grandi dans un pays traumatisé par cette histoire. Dans ma famille, chez mon père et ma mère, on ne parlait pas de politique, c'était interdit. Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Ils ne sont plus de ce monde, ils étaient témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah sont des chrétiens qui sont très apolitiques. Ils ne veulent pas se mêler du débat politique. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est surtout parce qu'ils avaient vécu le traumatisme de la guerre d'indépendance, aussi qu'ils ne voulaient vraiment plus qu'on parle de politique à la maison, et ils n'en faisaient pas. Bon, la politique venait à la maison par les journaux, elle venait à la maison quand on ouvrait la télé, la radio, on entendait la politique. Donc,
Je pense même que la politique m'a intéressé en raison de cet interdit. Vous savez, le désir de transgression naît des interdits très forts. Mais pourquoi on ne doit pas s'intéresser à l'histoire de ce pays? Un jour, ma mère m'a dit, mais parce que ça nous a coûté des milliers de personnes. Donc, on ne veut pas se mêler de ça parce que c'est terrible. Si on doit s'intéresser à ça, il y a trop de force en présence. Alors, j'ai donc grandi dans le sillage du panafricanisme révolutionnaire, mais j'ai compris à un moment donné, par une démarche philosophique, une démarche intellectuelle et spirituelle, que le marxisme, le léninisme, comme le capitalisme, avaient quelque chose de commun, c'est le productivisme. Les deux idéologies estiment qu'il faut toujours produire plus pour accomplir l'humain. Or, le productivisme, c'est ce qui détruit aujourd'hui la Terre. C'est ce qui a dicté les concepts économiques que tout le monde accepte aujourd'hui, la croissance, le PIB, etc. Le productivisme n'est possible que sur une planète qui a des ressources naturelles à l'infini. Ce n'est pas possible sur une planète qui a des ressources en quantité finie. Alors, sur une planète comme la nôtre qui a des ressources en quantité finie, il faut plutôt un modèle de type écologique, il faut plutôt un modèle de type, en fait qui épargne, qui préserve la nature pour que la nature soit capable de se reproduire à proportion de nos besoins et en se maintenant elle-même. Et on trouve ce souci-là chez les négro-africains très tôt. Prendre à la nature juste ce qu'il faut pour vivre en harmonie avec elle. La transformer toujours en respectant cet équilibre. C'est l'un des sens du concept de Maat, qui veut dire vérité, justice, solidarité, ordre. Qu'on retrouve au cœur des grands empires africains du Moyen-Âge, qu'on retrouve même dans la politique de la palabre des villages, toujours cette idée d'ajuster le rapport de la société à la nature et d'ajuster le rapport de l'homme à l'homme, de telle façon qu'il y ait une entente, pour ainsi dire, entre le monde invisible et le monde visible, entre le monde lointain et le monde proche. Donc, je suis plutôt en train de travailler sur un panafricanisme révolutionnaire traditionnaliste et non pas un panafricanisme révolutionnaire marxiste, parce que le marxisme, le léninisme, le communisme, comme le libéralisme capitaliste, partent du principe qu'il faut produire plus. Je ne crois pas que ce principe-là doive guider l'économie. Il faut produire mieux et juste assez pour les besoins que nous avons, parce que nous n'aurons pas en permanence la possibilité d'accumuler des matières. Comment est-ce que vous expliquez l'intérêt, ou en tout cas peut-être même le regain d'intérêt que les gens portent, les jeunes notamment, sur le panafricanisme? Mais parce que les jeunes, en fait, étaient à la recherche d'un idéal. Monsieur Olivier, au début des années 90, moi je suis né en 72, j'avais 18 ans. Et quand j'allais à l'université de Yaoundé au Cameroun, l'idéal politique dans lequel nos professeurs au lycée et nos professeurs à l'université nous avaient élevés, c'était l'idéal démocratique. Selon cet idéal, le meilleur pouvoir politique possible, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le problème que nous avons en Afrique et un peu partout dans le monde, c'est qu'en réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme cela. Il nous a fallu du temps en Afrique pour nous rendre compte que les puissances occidentales, en particulier, qui nous vendaient l'idéal démocratique, comme le nec plus ultra de l'organisation politique, ne pratiquaient pas elles-mêmes complètement cet idéal. Par exemple, la plupart des pays européens est encore constitués de monarchies constitutionnelles. Des monarques constitutionnels. L'Angleterre, la Suède, la Norvège, l'Espagne, la Belgique, même la Belgique, sont des monarchies. Le Danemark est une monarchie. Alors, donc, le premier paradoxe, c'est en étudiant les régimes des pays occidentaux qui promouvaient la démocratie, en Afrique, notamment avec le fameux discours de la Baule du président François Mitterrand, on découvre que, en fait, la démocratie dont il parle, c'est d'abord pour les autres, c'est pas tout à fait pour eux. On regarde le système américain, où le principe du one man, one vote, qui a été au cœur de la lutte des Sud-Africains contre l'apartheid, n'est pas tout à fait respecté grâce au mécanisme des fameux grands électeurs. On peut être président des États-Unis avec moins de voix que son principal adversaire. C'est quoi ces pays-là qui ont des systèmes assez bizarres où des États qui ont été conquis par la force contre les Indiens, les Native Americans, ces États ont conservé un nombre de grands représentants à la Chambre des représentants ou au Sénat, un nombre supérieur à d'autres qui sont plus peuplés qu'eux. Mais bien que
les États voisins soient plus peuplés, ils ont un petit nombre de grands représentants. Et quand il y a élection, le président des États-Unis n'est pas forcément l'Américain qui a obtenu le plus de voix. Les Africains découvrent. Les Africains regardent l'histoire de la démocratie en France. Et on découvre que les femmes, jusqu'à l'entrée des années 50, elles n'avaient pas le droit de vote. Donc en fait, il y a eu une remise en cause sur le continent, sur le plan intellectuel, de la prétention à enseigner la démocratie aux Africains, de la part de régimes qui eux-mêmes, en fait, ont commencé à tester il y a très peu de temps le système démocratique. Mais quand j'entrais à l'université, nous croyions que l'Occident tout entier était démocratique d'un bout à l'autre depuis les Grecs, les Romains de l'Antiquité jusqu'aux années 90. Et que ce qu'ils nous amenaient, c'était une expérience même multiséculaire de pratique de ce type de régime. Ce n'est pas vrai. Donc l'illusion démocratique s'est brisée aussi lorsque, accédant à l'information historique et à l'information conjoncturelle, les Africains se sont rendus compte de ce fameux 2 poids, 2 mesures dont nous parlons encore aujourd'hui. Mais alors, s'ils sont vraiment démocrates, pourquoi ils ont pratiqué la traite des Noirs? S'ils sont démocrates, mais pourquoi ils ont pratiqué les crimes, les massacres coloniaux? S'ils sont démocrates, mais soyons sérieux, pourquoi ils nous ont imposé des dirigeants ici avec des coups d'État, avec des putschs, avec des mercenaires? Pourquoi ils nous ont imposé ça? S'ils sont vraiment démocrates, pourquoi ils nous imposent leur monnaie? Pourquoi ils nous imposent leur monnaie à eux? Pourquoi ils fabriquent notre monnaie? Pourquoi c'est leur banque qui nous dicte nos taux d'intérêt? S'ils sont démocrates. C'est-à-dire s'ils respectent ce que le peuple veut. Alors, franchement, mais s'ils sont démocrates, pourquoi ils pensent qu'on est obligé de parler leur langue pour être accepté par eux? Pourquoi on ne pourrait pas parler nos propres langues? Il y a donc un processus de remise en cause de ce 2 poids 2 mesures, de valeurs démocratiques qui sont affirmées en Europe et piétinées dans le rapport aux Africains, qui a aussi détricoté ce qu'on appelle maintenant en Afrique l'illusion démocratique. Mais pourquoi en particulier, mais pourquoi en particulier aujourd'hui? Parce que ce sont des problèmes qui datent... En effet, mais Marie Schuster, vous savez très bien que les phénomènes sociaux sont des phénomènes de temps long. Ça couvre longtemps, ça détricote longtemps, avant d'apparaître sous la forme d'un phénomène de crise conjoncturelle et spectaculaire. Les ensembles étatiques, les ensembles sociétaux bougent plus lentement, plus imperceptiblement que les individus. En fait, les Africains sont en crise politique massive depuis l'effondrement de leurs empires, de leurs États, de leurs royaumes au sortir du Moyen-Âge. C'est une crise continue du système politique. La question que les Africains se sont posées, c'est pourquoi n'avons-nous pas su anticiper la mutation technologique de la guerre? Parce qu'en fait, tout est parti de là. Si on a pu ramasser autant de millions d'Africains et les amener en Amérique, c'est parce que les royaumes n'avaient pas fait la révolution de la poudre à canon pour la plupart d'entre eux. Ils ne s'étaient pas projetés très tôt dans les nouvelles technologies de la guerre qui ont fait l'avantage des conquérants. Alors pourquoi maintenant que nous sommes passés par la traite négrière, par la colonie, quel est notre régime politique? Les Africains se demandent. Est-ce que nous sommes, est-ce que nos cultures, telles que nous entendons nos valeurs, est-ce que nos valeurs sont compatibles avec la démocratie, avec le développement tel que l'Occident le conçoit? Ce sont des régimes en crise. Alors, on arrive, là, dans ce XXIe siècle, à une volonté de refondation. Parce que l'intelligentsia africaine a eu le temps de comparer, de confronter, et même d'apprendre beaucoup de l'Occident et de l'Orient. Ma génération en sait plus sur les relations entre l'Afrique, l'Occident, l'Orient que celle de mon père. Mon père, il n'a pas eu la chance de savoir même le quart de ce que je sais et de l'histoire de notre monde. Donc, il y a une mondialisation, une massification, une ouverture de l'information historique qui s'accompagne d'une dilatation des consciences. Avec un téléphone, même en plein champ en Afrique, quelqu'un accède à une information capitale. Il tombe sur un site, on lui balance un lien. Donc, en fait, il y a une dilatation, il y a une effraction, il y a une ouverture, il y a un éclatement des anciens cadres de circulation des idées avec la révolution numérique, avec les nouvelles télécommunications, qui fait que les Africains sont à la recherche maintenant d'un nouveau système politique. Ils sont en train de faire le deuil de l'illusion démocratique, mais en même temps, ils ne veulent pas du retour à la dictature ou du maintien des dictatures.
ni démocratie à l'occidentale, ni dictature à l'africaine, ce qu'on a appelé les républiques bananières. Il y a un troisième modèle qui est en train d'être élaboré sur le continent et qui est en rapport avec l'histoire longue du continent. Et le panafricanisme, justement, est en opposition avec les valeurs démocratiques occidentales et avec les... Avec le despotisme africain. Il est en opposition avec les deux. Opposition des deux côtés. Alors, le panafricanisme tel que je l'entends. Parce que je vous ai bien dit que pour moi, il y avait deux grands courants. Il y avait le panafricanisme évolutionniste qui dit on va évoluer sous l'aile de la France, de la Grande-Bretagne, des Américains. Un jour, peut-être, on sera comme eux et on pourra avoir des systèmes comparables. Et puis, il y a le panafricanisme révolutionnaire qui dit non, il faut que les tutelles nous lâchent les baskets. Nous allons nous bâtir comme nous le voulons. Et puis, maintenant, moi, j'appartiens à ce troisième courant. On peut l'appeler le panafricanisme du XXIe siècle. C'est refonder l'Afrique à partir de la double critique du capitalisme et du socialisme, mais également du despotisme nègre, du néocolonialisme, de l'impérialisme, à partir d'une reprise des valeurs de civilisation négro-africaine, mais une reprise rationnelle, tenant compte de l'impasse écologique, tenant compte de l'impasse sociale dans laquelle nous sommes, tenant compte aujourd'hui des rivalités entre les grandes puissances nucléaires. Oui, comment on va faire que les Africains soient respectés dans le monde s'ils n'ont pas un grand État fédéral continental de référence qui soit doté du droit de veto aux Nations Unies? Comment on va faire ça? Vous voyez très bien que les citoyens les plus respectés au monde sont ceux qui ont derrière eux, ou pour eux, ou au-dessus d'eux, une grande puissance du Conseil de sécurité, les 5 grands, comme on les appelle. Et aujourd'hui, le contrôle de l'énergie nucléaire est un enjeu de reconnaissance pour des citoyens issus des pays qui la maîtrisent. Donc, on a vraiment ce problème-là à résoudre. Et moi, j'appartiens au panafricanisme du XXIe siècle, mais qui est en fait un dépassement, à mon avis, des impasses des deux productivismes du XXe siècle. Ça, j'imagine que c'est le processus aussi de longue réflexion, parce Mais que oui. vous n'avez pas toujours tenu ce discours-là. Non, ça va, c'est la table à repasser. Mais c'est bon, elle n'est pas tombée. Mais... Non, bien sûr qu'une pensée, Marie Schuster, évolue. J'ai 51 ans. Les idées que je vous expose aujourd'hui n'étaient pas aussi mûres qu'elles le sont aujourd'hui quand j'avais 18 ans. Je vous dis, à 18 ans, mais moi j'étais un jeune panafricaniste révolutionnaire. J'appartenais à la gauche de mon pays natal, à la gauche africaine. Quand je suis venu en France en 2000, avec ma famille, j'ai pris tout de suite une carte du Parti Socialiste. J'ai été 10 ans militant du Parti Socialiste. Hein? Et voilà, j'ai un souvenir ici que je vais vous montrer. Hein? Ça vous parle, d'accord? François Hollande, j'ai battu campagne pour lui comme militant du Parti Socialiste et la proposition numéro 58 de son programme de 2012, c'était qu'il mettra un terme à la France-Afrique. Et comme il n'a pas mis un terme à la France-Afrique, j'ai jeté ma carte du Parti Socialiste. Parce que, comme militant socialiste, j'ai tout fait pour que le changement de la relation franco-africaine soit vraiment impliqué dans le projet politique français. Les Allemands ont fait ça. Ils ont fait le deuil de leur puissance coloniale et ils sont quand même première puissance économique européenne. Nous, en France, on n'a pas encore fait le deuil de notre statut de puissance coloniale. Et du coup, on n'est pas préparé à ce que, comme l'a dit un député à l'Assemblée nationale française, les Africains s'en aillent. Il faut être prêt à vivre avec des gens qui ne nous appartiennent pas. C'est la base de la relation humaine. De vous à moi ici, Monsieur Olivier, Madame Schuster, je n'ai pas à vous appartenir, vous n'avez pas à m'appartenir. Nous ne sommes pas des choses, nous sommes des personnes. Mais notre élite politique et notre société politique en France n'ont pas encore conçu la possibilité d'une puissance française sans la possession de l'Afrique. Je dis bien la possession. D'où on parle de précaré, on parle de zone d'influence, alors qu'il fallait réfléchir longtemps avant les convulsions qu'on observe aujourd'hui. J'aime bien, il y a une toute petite vidéo du président Chirac que j'aime beaucoup, et que j'utilise dans plusieurs de mes conférences. Il dit, nous en France, on devrait savoir que l'argent qu'on a dans notre porte-monnaie vient depuis plusieurs siècles, en grande partie de l'exploitation de l'Afrique. Il faudrait penser à le rendre aux Africains, dit M. Chirac, sinon on va vers des pires convulsions. Citation. Or, moi j'ai tenté, comme militant du Parti Socialiste, comme citoyen français d'origine africaine, de participer à tous les cercles possibles de réflexion pour anticiper sur la crise actuelle de la relation franco-africaine. Je n'ai pas été écouté.
ni au Parti socialiste, ni nulle part finalement à gauche. Il y a des courants, certes, isolés dans la gauche et même dans le centre, ou même parfois même dans l'extrême droite française, qui sont pour la réforme radicale de cette relation, mais ils ne sont pas dominants. Dans l'opinion politique française, mon sentiment, c'est qu'il y a là un véritable mur. Il y a une limite mentale dans l'élite politique française, concevoir la puissance française sans l'exploitation injuste de l'Afrique. La concevoir. Alors, si j'avais fait de la politique pour être élu français, d'ailleurs j'ai eu des tentations en ce sens, ce serait pour participer à la construction d'une puissance française modeste, une puissance qui renonce à sa tradition d'il y a maintenant 5 à 6 siècles colonialiste, et qui se repense comme une puissance humble, une puissance de rassemblement sur la base de valeurs vraiment partagées. Or ça, c'est une idée marginale dans la classe politique française, marginale. Concevoir que la France soit une puissance économique, un peu comme l'Allemagne l'est aujourd'hui, sans avoir besoin de posséder des avantages indus sur ses anciennes colonies. Alors, en tenant ce discours, vous dites que c'est parce que vous avez tenu ce discours que vous êtes victime d'un acharnement politique, c'est bien ça? Absolument. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ces dernières années? Exactement. Écoutez, à partir de 2021, mai 2021, je vais être l'objet de convocations récurrentes du rectorat de l'Académie de Rouen. Et le contenu de ces convocations, je vais vous le commenter après. Mais avant cela, sur les réseaux sociaux, début 2021, il y a un ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique. Un poste qui avait récemment été créé d'ailleurs, sous le président Macron. Il s'appelle Sylvain Ité. Il est actuellement ambassadeur de France au Niger. Monsieur Sylvain Ité vient sur mes pages sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, c'est lui qui vient sur mes pages sur les réseaux sociaux. Il vient sur ma page Twitter, il vient sur ma page Facebook, il vient sur ma page YouTube me dire que je suis ingrat de critiquer la politique africaine de la France alors que je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, que je gagne ma vie en France, que la France m'a accordé sa citoyenneté, que je suis un ingrat. Une polémique va se déclencher. J'ai encore les captures d'écran de tous les échanges qu'il va y avoir avec M. Ité. Je m'efforce de lui expliquer que mais ça, je l'ai toujours fait, je ne vois pas quel est le problème. J'ai toujours critiqué ce qui ne va pas et soutenu ce qui va. Moi, j'ai été militant socialiste, j'ai défendu le projet de François Hollande, j'ai même été à un moment donné soutenir la campagne de François Bayrou, j'ai financé les campagnes de Mélenchon ces dernières années, j'ai voté pour lui, j'ai toujours participé du mieux que je peux à la vie publique. J'ai été président de la section Saint-Pauloise de la Ligue des droits de l'homme. J'ai été président de section de l'association Survie, section de Haute-Normandie. J'ai été président de plusieurs associations. J'ai toujours fait des choses en tant que citoyen. Et j'ai toujours dit ces choses-là, en disant anticipons, retirons les soldats d'Afrique, retirons cette monnaie, laissons les États africains se doter de leur propre monnaie et faire l'expérience du pilotage monétaire. Ils sont obligés de se gérer eux-mêmes. Et puis, commençons à nous entendre avec la jeunesse, avec les cadres montants de la société africaine pour bâtir un avenir en commun. Anticipons, parce que les peuples africains n'en peuvent plus. C'est pas normal que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, 80% des marchés publics appartiennent aux entreprises françaises. C'est pas normal. Si 80% des marchés publics d'un pays appartiennent aux multinationales étrangères, comment on garde les richesses ? Puisque quand on fait du profit, on reverse dans ces coffres-forts à l'étranger. Donc, moi, j'ai toujours voulu anticiper là-dessus. Donc, avec Sylvain Ité, il va y avoir une longue polémique de janvier 2021 au moment où je suis convoqué, contre toute attente, parce que, entre autres, M. Sylvain Ité me dit « Vous allez voir, vous allez en baver. » C'est pas normal que vous soyez un fonctionnaire de l'État français, que vous soyez un citoyen français, que vous critiquiez la France. Je lui dis « Mais attendez, il y a beaucoup de Français qui critiquent la France, entendez par là, qui critiquent la politique française. Quand on est Français, on a le droit de ne pas être d'accord avec une politique du gouvernement. Là, je ne suis pas d'accord avec maintenant les retraites, etc. C'est quand même pas un crime. Et beaucoup de mes collègues s'expriment sur les réseaux sociaux, comme moi, à propos de politique. Ils s'expriment. Pourquoi vous voulez me faire ce procès? Le 27 mai 2021, je suis convoqué au rectorat de l'Académie de Rouen par le secrétaire général adjoint. Il s'appelle François Fauzel. Et M. Fauzel me dit,
de but en blanc. Monsieur Niamsi, je ne vous connaissais pas du tout. On nous a appelés de Paris, on nous a demandé de vous convoquer pour vous dire de cesser vos critiques de la politique africaine de la France. Voilà textuellement les mots par lesquels M. Fauzel introduit la conversation. Je lui ai dit, mais M. Fauzel, je suis choqué, les bras m'en tombent. J'ai écrit 20 livres, j'ai donné des milliers de conférences. Je suis citoyen français depuis 2002, donc ça faisait pratiquement 20 ans que j'étais citoyen français. Je n'ai jamais eu de problème parce que je ne confonds pas mon travail comme professeur devant les lycéens ou les étudiants avec mes engagements comme citoyen. Ce combat que je mène à travers mes conférences sur les réseaux sociaux, je ne le mène jamais dans une classe. Je ne l'ai jamais fait dans une classe. Je ne fais pas état de mes opinions, de mes positions politiques citoyennes dans une classe. J'enseigne la philosophie. Ce sont des notions qui doivent aider à maîtriser les distinctions conceptuelles, à penser de manière critique, à construire des thèses. J'enseigne la philosophie. Alors, je ne comprends pas, vous me convoquez, pourquoi? Quelle faute ai-je commise au lycée Val-de-Seine où j'enseigne ou à l'université de Rouen où j'enseigne? Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Niamsi, on ne vous reproche rien dans le cadre de votre enseignement, mais le fait que vous critiquiez la politique africaine de la France, tout en étant reconnu comme enseignant, pour nous, constitue une violation de l'obligation de réserve. Je lui dis, mais alors dans ce cas-là, vous allez virer, je ne sais pas, peut-être plus de la moitié de l'éducation nationale. Parce que plusieurs de mes collègues possèdent des comptes Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Ils s'y expriment. Plusieurs de mes collègues disent sur les réseaux sociaux, quand ils sont chez eux, quand ils sont hors de la classe, leur opinion sur les politiques du gouvernement. Et si vous appliquez désormais le devoir de réserve des professeurs du secondaire de cette façon, ça y est, c'est la Gestapo. Moi, j'avais bien compris le devoir de réserve comme le fait, en présence des jeunes intelligences qui me sont confiées, notamment au lycée, parce qu'ils sont souvent sous la majorité légale, d'être mesurés et justement de ne pas introduire le débat sur, on peut dire, les sujets polémiques du champ politique devant ces jeunes intelligences, se contenter de les préparer à penser de manière critique. La réserve, c'est ça. Mais c'est pas quand je suis sorti du lycée, je suis parti de la fac, je suis ici chez moi, devant mes caméras. Et je parle aux citoyens en tant que citoyen. La réserve, ce n'est pas là. Qui plus est, je ne viens pas parler du contenu de mon travail. Je ne viens pas parler de ce qui se passe au lycée Val-de-Seine, ni de ce qui se passe au ministère. Je viens parler d'Afrique, d'histoire. Première convocation qui va être suivie de 3 autres. Il m'aligne des convocations tous les 3 mois et pour me réitérer le même message. Cette fois-là, je viens systématiquement avec un avocat. Ça commence en 2021. Au bout du compte, je suis convoqué, monsieur et madame, le 14 décembre 2022, je suis convoqué en conseil de discipline. C'est madame la rectrice de l'Académie de Normandie, madame Gavini, qui dirige, qui préside le conseil. Là, c'est le peloton d'exécution. J'entre dans cette immense salle, qu'on appelle la salle Fontenelle de l'Académie du rectorat au centre-ville de Rouen. À ma gauche, il y a 10 représentants de l'administration. À ma droite, il y a 10 représentants du corps des professeurs agrégés. On lit l'acte d'accusation. J'entre avec 3 avocats, un collectif. On lit l'acte d'accusation, qui est fait de 2 parties. Première partie, le dossier académique. Monsieur Niamsi, il est impeccable. Tous les rapports, nous avons consulté tous les chefs d'établissement qui vous ont connus. Vous êtes un excellent professeur. L'université de Rouen, le département de philo, a signé une lettre collective de tous les professeurs pour dire que vous étiez irréprochables dans votre travail. On a même lu leur lettre de protestation ensuite à nos convocations. Donc, il faut que ce soit clair. Vous n'êtes pas ici pour avoir fait quelque chose de répréhensible dans vos cours, dans vos classes. Mais, deuxième partie, vous êtes ici, convoqué dans ce conseil de discipline parce que vous critiquez la politique africaine de la France. Et comme vous êtes assimilé à votre grade de professeur agrégé, d'enseignant français, donc votre grade de fonctionnaire, nous estimons que vous avez violé l'obligation de réserve des fonctionnaires. Voilà l'accusation. Les professeurs, représentant donc le corps des professeurs agrégés, m'interrogent à leur tour sur ce que je fais exactement. Je m'explique. On donne la parole à mes avocats qui s'expliquent. Selon la procédure, nous devons sortir de la salle et le conseil va voter à huis clos si je dois être sanctionné ou non, si j'ai vraiment commis une faute professionnelle. Le conseil
ne va pas voter pour la sanction. Donc, madame la rectrice qui a proposé qu'on me sanctionne est empêchée de me sanctionner par le conseil de discipline. Le vote paritaire ne lui est pas favorable. Alors, ça se passe le 14 décembre. Silence radar, le 14 mars 2023, là, le coup près tombe. Le ministre Pape Ndiaye prend sur lui la responsabilité de donner ordre à son directeur des ressources humaines de me sanctionner, de me suspendre de 3 mois de mes fonctions, de m'exclure pendant 3 mois de mes fonctions. Le terme exact, c'est l'exclusion temporaire de 3 mois de fonctions, au motif que j'aurais violé l'obligation de réserve des fonctionnaires en critiquant la politique africaine de la France, en des termes qu'ils estiment outranciers sur les réseaux sociaux. Donc voilà l'affaire. Ça commence par le ministère des Affaires étrangères. C'est M. Le Drian qui, à cette époque-là, ministre des Affaires étrangères. Ça continue par l'injonction faite aux diplomates de mener la guerre informationnelle. D'ailleurs, en ce sens, Sylvain Ité était en fait l'ambassadeur des réseaux sociaux. C'est ça. La diplomatie publique, c'est les réseaux sociaux. Il y a maintenant Mme Anne-Sophie Havé qui joue le même rôle, d'ailleurs, qui au passage m'a traité de paranoïaque. Quand je me plaignais qu'on voulait m'atteindre dans mon boulot pour mes opinions de citoyen, elle a publié un tweet pour dire que j'étais un paranoïaque et que de toutes les façons, la loi me frapperait. Mais quelle loi? Quelle loi ai-je violée? Je n'ai pas de procès pour avoir diffamé le gouvernement français, avoir dit des choses fausses, flagrantes, rien du tout. Quelle loi? Qu'est-ce que j'ai violé comme loi? Alors, donc, il faut que vous voyiez très bien que c'est sur injonction de l'autorité politique que j'ai été mis à l'index. Et il s'en est suivi des actes de persécution incroyables. J'avais 3 comptes bancaires. 2 comptes, un à la Société Générale et l'autre à la BNP, 2 banques qui sont juste dans la rue, Jacques Boutroll à côté. Du jour au lendemain, on m'ordonne qu'ils sont fermés. On me les ferme. Donc, je n'ai plus qu'un seul compte bancaire. Celui que j'ai à la banque CIC. Sans décision du juge. Les chefs d'agence me disent, on a reçu un ordre politique de fermer votre compte bancaire BNP et votre compte bancaire Société Générale. Bon, au passage, sur mon compte bancaire BNP, il y avait peut-être 1500 ou 2000 euros à tout prendre. Sur mon compte bancaire Société Générale, il y avait 300 euros. Et depuis très longtemps. C'était un compte... je l'utilisais pour percevoir mes droits d'auteur pour les livres. Comme ça, je pouvais facilement les déclarer dans les impôts en faisant juste la somme de ce qui est entré dans ce compte-là. On a fermé ça. Je voyage en Afrique où je donne des conférences. Je donne des conférences au Mali, j'en ai donné en Côte d'Ivoire autrefois, j'en ai donné au Cameroun, j'en ai donné au Burkina Faso. Je suis conférencier international. Quand je reviens du Mali, à l'aéroport, je suis retenu pendant plus d'1h30 par une escouade de policiers qui vient me cueillir au pas de l'avion et pour me soumettre à un interrogatoire sur mes activités. Je réponds tout naturellement. On me fouille de fond en comble. Et ça se fait dans le hall de l'aéroport, au sud de tout le monde. On me fouille de fond, et on me le fait 2 fois. Chaque fois que je reviens d'Afrique, on vient me cueillir au pied de l'avion et on m'amène pour littéralement me débriefer, un peu comme si j'étais une personne dangereuse, une personne fichée, qu'on doit surveiller comme du lait sur le feu. Je n'ai jamais mené d'activité subversive. Jamais porté une arme de toute ma vie. J'ai jamais participé à une action de subversion de type militaire, policier ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un intellectuel, je crois en la force des idées et j'agite cette force. C'est celle-là que j'utilise. Mais on s'est donc mis, à partir de 2021, à me traiter littéralement, mais comme un ennemi d'un pays où je pensais avoir trouvé, en fait, la paix, la sécurité mentale qui me manque dans mon Afrique natale. Parce que si je suis parti du Cameroun, parce que c'est une dictature et qu'il était difficile pour des gens libres d'esprit comme moi d'y vivre. Et le sentiment que j'éprouve en France depuis 2021 est celui que j'ai éprouvé dans mon adolescence camerounaise comme militant estudiantin de gauche. Je retrouve les mêmes angoisses, mais je les avais perdues en vivant en France. Alors que pour moi, être en France, c'était avoir la paix de l'esprit. Me dire, on ne peut pas me faire des choses qu'on peut faire dans une dictature africaine ici. Eh bien, c'est devenu possible maintenant.
comment vous expliquez que la situation que vous décrivez semble être la même pour d'autres panafricanistes qui vivent en France? Vous n'avez pas l'air d'être le seul à vivre ça. C'est qu'il y a une volonté politique d'écraser les panafricanistes par la force et non pas de les contredire par les idées. Il y a une volonté politique de régler par la violence un problème qui doit se régler par le dialogue. Vous faites là une démarche exceptionnelle. Vous venez rencontrer un intellectuel franco-africain, un penseur du courant panafricaniste du XXIe siècle, mais vous le faites en 2023. Je suis là depuis 30 ans. Je suis présent sur les réseaux sociaux depuis 20 ans. Personne ne m'a jamais invité, ni sur RFI, ni sur France 24. J'ai eu une invitation une fois sur TV5 avec Denise Epoté. L'émission est disponible. Une. Donc, en fait, alors que les panafricanistes sont des Africains francophones, c'est-à-dire des gens avec qui on peut facilement discuter, puisqu'ils parlent la même langue que nous, la politique sous le président Macron consiste, a priori, à les diaboliser. Pour quelle raison? Mais parce qu'il ne veut pas la réforme de la politique franco-africaine. Il ne veut pas mettre un terme à la France-Afrique. C'est typique. Écoutez, il se lève pour aller soutenir le dictateur du Tchad, Mahamat Kaka-Déby, en avril 2021, quelqu'un qui vient de saigner 200 personnes pour prendre le pouvoir. Le président de la République française, Emmanuel Macron, se déplace en N'Djamena pour l'introniser. Vous espérez bien qu'il n'écoute pas, et qu'il n'écoute, vous voyez bien qu'il n'écoutera surtout pas, après, le discours de gens qui disent « ça doit changer, il ne faut pas soutenir ce genre de type ». Alassane Ouattara viole l'article 55 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, s'octroie un 3e mandat anticonstitutionnel. Notre président lui écrit une lettre de félicitations. Vous pensez bien que moi qui critique Ouattara, qui a écrit sur la dérive dictatoriale, je deviens par là même, considéré comme un ennemi, puisque lui, il soutient ce que je combats. Paul Biya, 42 ans de pouvoir au Cameroun, organise encore une de ces mascarades qu'il appelle élection, et il reçoit une lettre de félicitations de notre président de la République. Donc, d'où vient cette violence? Elle vient du refus du changement. Alors, il y a des intérêts énormes qui sont en jeu. Je vois très bien, on ne veut pas que ça change au Niger, notre uranium vient de là, on ne veut pas que ça change au Gabon, une partie de notre pétrole vient de là, on ne veut pas que ça change au Cameroun, une partie de notre bois vient de là. Pourtant, ces choses-là peuvent toujours venir de là, dans le cadre d'un échange vraiment mutuellement bénéfique. Et il y a des ressources intellectuelles en France et en Afrique pour repenser cette relation. Mais ils ne veulent pas nous écouter. Ils partent du principe qu'il faut nous vaincre, c'est-à-dire nous écraser. Quand vous dites nous, c'est... les panafricanistes, les franco-africains qui veulent du changement de cette relation franco-africaine. Les Français même qui veulent du changement de cette relation. Et avec quel autre panafricaniste êtes-vous en relation, en contact? Mais écoutez, alors globalement, je connais... sans avoir de relation, on va dire, c'est pas des amis au sens, ils sont jamais venus ici, hein, je suis jamais allé chez eux, mais je connais bien Nathalie Yamb maintenant, mais je la connais mieux depuis un peu plus d'un an. Kémy Séba, pareil, je connais, on échange comme ça, je l'ai jamais rencontré physiquement, Nathalie Yamb non plus. Avant eux, il y a eu des penseurs panafricanistes, notamment des intellectuels panafricanistes qui, dans le courant de Cheikh Anta Diop, ont produit des œuvres très importantes, comme Théophile Obenga, c'est un homme d'un certain âge qui vit maintenant, qui finit sa vie actuellement au Congo. En fait, moi, j'ai plutôt été, ces dernières années, dans le milieu des universitaires, des intellectuels africains, universitaires, panafricanistes. Ces dernières années, le fait que le régime Macron ait décidé, a priori, en fait, de nous écraser, a créé, de fait, une solidarité qui fait que, je suis beaucoup plus attentif aux menaces qui pèsent contre Nathalie Yamb, contre Kémy Séba, parce que je me rends compte que ce sont les mêmes menaces. Taisez-vous, fermez votre gueule, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes Kémy Séba, vous êtes français, fermez votre gueule. Mais c'est pas possible, on ne peut pas dire à un Français de fermer sa gueule. On prétend qu'un franco-africain doit fermer sa gueule parce qu'on pense qu'il n'a pas droit à un traitement égal. Sinon, en France, c'est quand même pas possible de dire à un citoyen « Ferme-la, t'as rien à dire. Ne critique pas la politique de ton pays. » C'est quand même très grave. Si des Français d'origine africaine ne peuvent pas critiquer la politique africaine et la politique française, dites-moi à quoi leur sert leur cerveau, comme citoyen. Donc, c'est juste incongru. Si le régime du président Macron, ne serait-ce que s'en était tenu à la démarche du président Hollande, du président Sarkozy
ou du président Chirac. Vous savez ce qu'eux, ils faisaient? Ils promouvaient des intellectuels, souvent franco-africains, qui portaient le fer contre les panafricanistes. Et ça donnait, on va dire, un équilibre de la raison. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne en face. On a face à nous, quand on est panafricaniste et franco-africain, on a face à nous la machine de répression. Franklin Nyamsi vient de donner une conférence. On ne va pas avoir face à Franklin Nyamsi qui explique les incongruités du financement des djihadistes. On ne va pas avoir un intellectuel français ou franco-africain qui lui répond, argument par argument. Vous dites qu'il se finance par la drogue, c'est faux, parce que... Vous dites qu'il se finance par les rançons, c'est faux, parce que il n'y a personne. Ce qu'il y a en face, c'est celui-là, on va lui retirer son pain du jour. Celui-là, on va lui retirer sa nationalité française. Celui-là, il nous emmerde à un moment donné. On en a marre. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que sous le président Macron, il ne s'est pas comporté comme cela seulement envers les Français d'origine africaine. Il s'est comporté comme cela envers des Français, on va dire, franco-français. Pendant la pandémie de la Covid-19, on a vu comment les professeurs de médecine, les médecins qui avaient des objections intellectuelles et rationnelles de conscience ont été traités. On a vu des infirmières, des aides-soignants exclus de leur travail. Maintenant, on les réintègre. Ils avaient bien raison. Finalement, on peut vivre sans être vacciné. Donc, en fait, il y a une forme de brutalisation de la société qui s'est accélérée sous le président Macron et qui fait que, en fait, chaque fois qu'il y a une objection face à lui, il cherche uniquement un moyen de briser celui qui fait l'objection. Ce n'est plus important pour lui de répondre. Et en plus, ceux qu'il nous envoie sur les réseaux sociaux pour nous répondre, à savoir Monsieur IT et Madame AV, ils n'ont pas l'épaisseur. Ils n'ont pas d'épaisseur intellectuelle. On prend des ambassadeurs, des diplomates, bon, nos diplomates en France ont souvent une bonne formation, mais pas tous. Enfin, c'est pas tout le monde qui va être capable de faire face à des gens qui élaborent des arguments, qui utilisent des documents. Et alors, ces gens-là viennent nous répondre par des tweets, par des menaces, et non pas par un travail d'argumentation, d'où on entend parler de la naissance d'un nouveau média qui devrait compléter le dispositif actuel de France Média, parce que, en fait, maintenant, ils commencent à se rendre compte à Paris qu'en fait, ils ne sont pas capables de faire face. Mais alors, je viens de donner une conférence sur le financement des terroristes. Comment on fait face à ça? On donne une contre-conférence pour montrer que je me suis trompé. On reprend mes arguments, on dit c'est faux parce que, c'est faux parce que, c'est faux parce que. Et l'opinion se fait un équilibre de la raison. On ne fait pas tout pour m'enlever mon salaire, me jeter à la rue. On ne fait pas tout pour peut-être me rejeter, m'enlever ma nationalité française. On ne me diabolise pas, on ne m'accuse pas de recevoir de l'argent de la Russie, etc. Juste pour me présenter pour l'ennemi d'un pays dont mes enfants sont des natifs et un pays dont j'ai adopté librement la citoyenneté en 2002. On vous accuse de recevoir Bien l'argent sûr, de la Russie? Marianne a écrit tout un article pour dire, voilà, Franklin Nyamsi, Kémy Séba, Nathalie Yamb sont soupçonnés de recevoir l'argent de la Russie. Et quand je réponds à ça, je vous ai envoyé d'ailleurs l'arrêté du ministre. Quand je réponds à Marianne, dans un droit de réponse pour dire, mais c'est grave ce que vous dites. Je ne peux pas être citoyen français, fonctionnaire, et me faire financer par un autre État. C'est pas possible. Je suis quand même pas bête à ce point-là. Et donc, j'écris une lettre de protestation pour expliquer que je ne suis pas contre la France, mais contre la France-Afrique. Tenez-vous tranquille. On prend cette lettre-là, on la cite comme pièce à conviction contre moi dans l'arrêté ministériel en disant que, en répondant à Marianne, j'ai fait usage de mon statut de professeur. Alors, c'est Marianne qui commence à me citer parmi les gens qui recevraient des financements russes. Je m'en offusque, je me scandalise, je fais une réponse, et on dit non. Le fait d'avoir répondu a renforcé dans l'opinion l'idée que vous vous exprimez en tant que professeur. En fait, dans tous les cas, j'ai tort, en fait. Et la Russie ne vous a jamais proposé quoi que ce soit? Jamais, jamais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont réduit, comment on appelle ça, mes comptes bancaires à un seul pour surveiller. Mais, je ne suis jamais allé en Russie. J'irai découvrir la Russie quand les temps favorables seront réunis. C'est un pays que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas parler le russe. Les médias russes, eux, ont compris le rejet dont nous étions l'objet. Nous, les Africains,
de France, les franco-africains. Ils ont compris. Il y a une super lucarne. On ne veut pas qu'ils parlent en France. Mais nous, on leur donne l'opportunité de parler. Alors, ils ne sont jamais venus à la maison comme vous le faites aujourd'hui, mais ils m'écrivent, moi, par mail, pour dire « on voudrait vous interroger sur tel ou tel problème ». Je réponds à l'interview. Quand il y avait Russia Today qui fonctionnait encore bien à Paris, Samantha Ramsamy m'invitait et je m'exprimais. Eux, ils ont compris que nous sommes frustrés de parole en tant que citoyens français et ils nous donnent la parole. Mais on n'est pas payé pour ça. Et d'ailleurs, ce que je dis dans les rares interviews que j'ai accordées à certains médias russes, comme Sputnik ou Russia Today, mais en fait, je le dis dans mes bouquins depuis 20 ans. Il y a aussi cette prétention qu'on a en France de penser que les Africains, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent que depuis que les Russes sont de retour sur le continent. Mais si vous saviez comment les Africains perçoivent cela, mais comme une insulte absolue. Ah ouais, mais ils vont le regretter. Là, ils veulent plus de la présence française, mais ils vont tomber dans la main des Russes et des Chinois qui vont les bouffer. Mais est-ce que vous savez que les Africains ne veulent pas tomber? Ils ne veulent plus de tutelle. Certes, les Chinois, les Russes, vont rechercher leurs intérêts, puisque les États n'ont pas d'amis, ils ont d'abord des intérêts. Les Africains sont déterminés à trouver une solution pour construire une puissance qui soit à l'abri des tutelles. On peut s'appuyer sur une alliance pour faire face à une agression. Ça ne veut pas dire que cette alliance-là soit la base d'une subalternation. Donc, dans la psychologie politique des Africains de ce temps, il n'est pas question de passer d'un maître à un autre, mais de mettre fin à toute forme de domination. Et le panafricanisme justifie justement ces alliances avec certains mais bien pays sûr, comme la Russie. Absolument. Le panafricanisme, en fait, il part du principe que la lutte se fait avec la mémoire. Si on n'a pas de mémoire, on commet des erreurs dans la lutte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Quand les Africains demandaient l'indépendance du continent, ils la demandaient contre le Portugal, contre l'Espagne, contre la France, contre la Grande-Bretagne, bref, contre l'Occident, qui tenait l'essentiel du continent qu'il s'était partagé à Berlin. Qui a aidé les mouvements de libération du continent? Les Russes et les Chinois. Et un Africain cultivé le sait. Alors, les Russes et les Chinois aident les mouvements de libération en Angola, au Mozambique, en Érythrée, au Cameroun. Partout, ils aident. Tout au long du XXe siècle. Et puis, puisque leur puissance, notamment l'Union soviétique, s'effondre, ils disparaissent complètement. Au début des années 90, l'influence russe en Afrique, elle s'est estompée avec l'effondrement de l'Empire russe, l'Empire soviétique notamment. Mais les Africains n'ont pas oublié. Quand ils sont à nouveau confrontés à la déstabilisation provoquée par l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel, les Africains s'interrogent. Mais qui a détruit la Libye, diantre, Marie Schuster? Qui a détruit la Libye? C'est l'OTAN. Et nous, France, nous y étions au cœur de la coalition qui a bombardé la Libye pendant pratiquement 3 mois, provoquant des dizaines de milliers de morts et favorisant l'assassinat de Kadhafi. Et puis, c'est à la suite de la destruction de la Libye en 2011 que le Sahel a été envahi. Je cite toujours de mémoire le président Macron. Dans une interview accordée au Figaro, en juin 2017, le président Emmanuel Macron a dit ceci. « Nous, Français, entendez Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et les groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Donc les Africains se disent, mais la déstabilisation que nous subissons, elle n'aurait pas été possible si, en effet, il n'y avait pas eu cette destruction de la Libye et qui a entraîné la déstructuration de tout le Sahel. Il y a une conversation très célèbre qui tourne dans la tête des Africains. Notez-la bien. Les Africains connaissent cette conversation. Elle se passe à Deauville. Barack Obama est à Deauville et le président nigérien d'alors, Mahamadou Issoufou, y est aussi. Et on évoque au passage, entre 2010 et 2011, la nécessité de mettre fin au régime de Kadhafi. Le président nigérien lève le doigt et dit au président Obama, dans son meilleur anglais possible, « Please, Mr. President, don't destroy Libya. If you destroy Libya, you will destabilize all Africa. » Obama fait la réponse suivante au président nigérien, « No, we will finish the job. » Nous allons finir le travail. Une autre conversation trotte dans l'esprit des Africains. Notez-la aussi. Il va falloir travailler à prouver éventuellement le contraire. C'est
le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui rapporte ceci. En 2013, quand la France veut intervenir pour empêcher que les djihadistes ne viennent prendre Bamako, elle prend contact avec la Russie. Le ministre français des Affaires étrangères alors s'appelle Laurent Fabius. Il appelle son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour lui faire part de l'intention française de stopper la progression des rebelles et du souhait que la Russie ne bloque pas au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies la permission de cette autorisation. Sergueï Lavrov rapporte que la Russie a marqué son accord, mais que lui, Lavrov, a ajouté la remarque suivante au ministre Fabius. Mais, mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius de rétorquer, c'est la vie. C'est la vie. Mais cette conversation, elle vous a été rapportée 2022. Je vous donnerai la vidéo si vous voulez. Ah bah oui, avec Ah ben oui, Sergueï Lavrov. La conversation est de 2022. Octobre 2022. Elle est facile à trouver sur le net. Si vous faites Lavrov Fabius, eh ben vous avez la conversation. C'est détonnant. C'est détonnant. Alors, donc, il faut que vous compreniez que l'Afrique, aujourd'hui, n'est pas à la recherche d'une nouvelle tutelle. L'Afrique veut sortir du cycle des tutelles. Et les alliances que les Africains, que ce soit les États ou même les mouvements, passent, ont pour but de se désétrangler. Mais pas pour but de passer... Alors, il n'y a pas de colonie russe en Afrique. Les Chinois veulent des terres, ils sont boulimiques en terre. Les Africains le savent. Et qu'il va falloir faire face à ça. Mais il n'y a pas de colonie chinoise en Afrique. Les milliards de Chinois ne sont pas en train de devenir africains. Ce qui intéresse la Chine, c'est que l'Afrique a des terres, c'est que l'Afrique a du potentiel et bien sûr des matières premières. Ils s'intéressent à cela. Mais les Africains, tout en étant prudents et même très critiques envers cette boulimie de terre, cette volonté de s'investir dans tout, de mettre l'argent chinois dans tout, les Africains n'ont pas le sentiment d'être colonisés par les Chinois. Je dis bien, ils n'ont même pas ce sentiment. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on leur met les conditionnalités du FMI, de la Banque mondiale, de la démocratie, des droits de l'homme, à tout ce qu'ils doivent faire, alors même qu'on est des puissances qui ont commis les pires violations de ces mêmes principes, qu'ils vont au partenariat, on va dire, pragmatique, gagnant-gagnant, avec ces pays qui sont sans prétention morale. Les Chinois et les Russes, ils n'enseignent pas la démocratie aux Africains. Ils n'enseignent pas les droits de l'homme aux Africains. Alors après, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette intervention de François Hollande sur France 24, justement, qui parlait justement de Wagner au Mali. Oui. Et il y avait ce phénomène de prédation, en fait, russe sur le Mali. Et il disait, voilà, la France-Afrique a peut-être disparu, mais en fait, on va avoir la Russe-Afrique. Mais ça, c'est de la propagande. Je vais vous dire pourquoi, Marie. Le phénomène des sociétés militaires privées est un phénomène que les Africains connaissent longtemps avant Wagner. Wagner, c'est rien à côté de toutes les sociétés militaires privées qui opèrent actuellement sur le continent. Si vous faites une enquête sur les sociétés militaires privées, vous découvrez qu'il y en a davantage d'Américaines, de Britanniques, de Canadiennes, de Françaises sur le sol africain qu'il y en a de Russes. Il y en a une Russe, mais il y en a une trentaine d'Américaines, il y en a une trentaine de Françaises, il y en a une trentaine de Britanniques qui opèrent actuellement sur le sol africain. Donc, du point de vue des intellectuels africains avertis, et panafricanistes en particulier, et du point de vue des opinions, cette histoire de Wagner est un mépris pour l'intelligence des Africains. Les Africains n'ont pas peur de Wagner. Parce que Wagner ne représente pas la possibilité que le continent soit colonisé par les Russes. On voit bien que les Russes viennent en Afrique, empêcher que les Occidentaux aient le monopole sur les richesses africaines, et puis, deux, se protéger de ce monopole en Eurasie. Il y a un très beau livre de Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, le grand échiquier, qui explique que celui qui contrôle l'Afrique va avoir un moyen très fort dans le duel principal du monde qui se déroule en Eurasie. Et dans la doctrine américaine, c'est très clair. Alors, les Russes ne veulent pas laisser que l'Occident ait le monopole des relations privilégiées avec l'Afrique. Parce qu'ils savent que si ce monopole était maintenu ou élevé, la bascule sur le continent eurasiatique serait à leur défaveur. Alors, les Africains, mais ils jouent de cet équilibre pour, eux, construire leur chemin vers la souveraineté. Les Africains ne sont pas anti-occidentaux. Ce n'est pas encore arrivé ça en Afrique.
Ils sont anti-impérialistes. Ils sont anti-colonialistes. Les Africains ne sont pas anti-blancs. C'est pas encore ça, le courant dominant en Afrique. Les Africains sont contre tous ceux qui veulent leur imposer des relations unilatérales. Wagner est quand même accusé d'avoir commis un certain nombre d'exactions en Afrique. Oui, Marie. Wagner est accusé de commettre des exactions qui, comparées aux exactions négrières, coloniales et néocoloniales, sont une goutte d'eau dans la mer. Pour les Africains, c'est comme ça que c'est perçu. Wagner, c'est quand même pas des enfants de cœur. Les Africains le savent. Ce sont des mercenaires. Donc, ce sont des gens qui viennent pour faire la guerre sur commande, là où on les invite. Mais les Africains ont vu pire. Faites la liste des exactions de Wagner et faites la liste des crimes de guerre de l'armée française en Afrique. Dites-moi quelles sont les exactions les plus graves. Dites-moi quelles sont les exactions. Donc, pour les Africains, cette affaire de Wagner est montée en épingle pour se moquer de l'intelligence des Africains. Nous ne voulons pas, en Afrique, devenir esclaves de qui que ce soit. Et l'influence que les Occidentaux attribuent à Wagner n'est pas réelle sur le terrain. Dans un pays comme le Mali que j'ai visité, il y a une volonté puissante d'autonomie de l'armée. Regardez comment l'armée malienne, en 3 ans, en 2 ans et demi, a transformé sa dotation logistique. Moi, je visite le Mali assez régulièrement ces 10 dernières années. J'ai vu l'armée malienne dans son état de délabrement le plus avancé. En 2012-2013, elle ne valait rien du tout. Et elle était pourtant en coopération privilégiée avec la France. Et je vois l'armée malienne aujourd'hui. Elle a reconstitué sa flotte aérienne. Ce sont des pilotes maliens qui volent. Elle a reconstitué pas mal de ses vecteurs d'armée de terre. Elle a repris confiance en elle-même. Non, sur le terrain, les Africains veulent être assistés, accompagnés par des partenaires qui les aident à devenir radicalement autonomes et souverains. Pas par des partenaires qui auraient vocation à rester, à s'imposer ou à maintenir une espèce de pression sur les régimes en place. Donc, Wagner, du point de vue de l'Afrique, des libertés, c'est de la propagande occidentale. Wagner n'est pas un phénomène prégnant en Afrique. Les Africains ne se lèvent pas le matin en disant « Ah, il y a Wagner qui arrive ». Non. Qui fait peur aux Africains aujourd'hui, ce sont les terroristes. Ce n'est pas Wagner. Mais avec qui veut-on faire peur aux Africains en Occident? Avec Wagner. Et j'attire votre attention sur le fait que les Africains vivent très mal, les opinions africaines vivent très mal. Le fait que les principaux médias français accordent leur une à des chefs terroristes et ne laissent pas parler les panafricanistes, qui ne sont pas des terroristes. Vous avez l'épisode de la dernière interview de votre collègue Wassim Nasr, ou Nassim Wasr, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, je m'en excuse, qui pose 17 questions au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, sur France 24. Et dans la même période, il y a Kémy Séba qui vient en France, qui est interviewé par Yves Tréhard sur LCP, et l'interview, elle est censurée. Il y a un petit problème pour les opinions africaines. Quand on veut savoir ce que pensent les leaders d'AQMI, on ouvre Jeune Afrique, on ouvre RFI, on ouvre France 24, on sait ce qu'ils pensent. Ils y ont des unes. On n'y trouve pas ceux dont la pensée rassemble aujourd'hui la majorité des Africains. On ne trouve pas les panafricanistes sur vos pages. Eux, ils sont considérés comme les ennemis de la France, alors qu'ils sont des critiques de la politique africaine de la France, pas des ennemis de la France. C'est pas la même chose. Les ennemis de la France sont les gens qui terrorisent la France. Les ennemis de la France sont les gens qui attaquent la souveraineté française. Ce n'est pas le cas des panafricanistes. Ils revendiquent la souveraineté africaine. Ils demandent que cesse la relation néocoloniale. Ce n'est pas la même chose. Donc, dans l'opinion africaine, cette histoire de Wagner, elle ne fait pas peur. Les Africains, ils ont peur des terroristes. Mais est-ce que ça veut dire que vous soutiendriez un pays qui se soulève, par exemple, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous soutiendriez un régime politique qui se soulèverait contre le pouvoir en place et qui serait aidé par Wagner ou par d'autres milices? Alors, non, moi je me pose pas la question. C'est pas ma vocation. Moi je ne suis pas chargé d'organiser la lutte des peuples.
Moi, ce que je dis, c'est ceci, c'est que les peuples africains veulent mettre fin aux relations néocoloniales. Ça, c'est la vague, c'est la houle. Il n'y a rien à faire. Il faut en prendre acte. Et en tant que citoyen français, j'ai toujours tout fait pour aider l'élite politique de mon pays adoptif, la France, à anticiper sur ce moment. Parce que ça va arriver. Je peux arrêter mon engagement panafricaniste tout de suite. Ça va quand même arriver. C'est parti, parce que la confiance est rompue. La confiance est rompue. Donc, il faut construire la relation sur d'autres bases. Il faut construire la relation sur d'autres bases. Je vais juste couper le volume de tout ça. Il faut, à mon avis, construire la relation sur d'autres bases et arrêter de faire du chantage. Il faut proposer aux Africains une relation débarrassée du néocolonialisme. Et alors, il y aura une place pour toutes les puissances qui, à un moment historique donné, se sont retrouvées en porte-à-faux avec les États africains. Si elles font leur emendatio rerum intellectus, comme dirait Spinoza, leur réforme intellectuelle, les Africains ne sont pas rancuniers, mais ils sont décidés à avoir de la mémoire et à agir sur la base de la mémoire. Alors, les Africains, les peuples et les mouvements africains sont libres de construire les alliances qui les libèrent. Je ne suis pas moi le dirigeant des mouvements de libération africains. Je suis un intellectuel immergé au cœur. Mais je dis que ni Wagner, ni la France, ni la Russie, ni la Chine, ni personne ne doit faire la souveraineté de l'Afrique. C'est d'abord les Africains. Donc je pense qu'il faut reconnaître aux Africains l'intelligence de ne pas vouloir passer d'une tutelle à une autre, parce qu'ils en ont quand même assez souffert des tutelles depuis 6 siècles. Si demain un opposant politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs avait le soutien d'un homme politique en France pour s'installer au pouvoir à la place d'Alassane Ouattara, vous le soutiendriez ou non? Je ne soutiendrai que les hommes politiques ivoiriens qui ont le soutien du peuple ivoirien. Parce que le principe d'autonomie m'est cher. Ce n'est pas à la France de faire les présidents en Afrique ou de les défaire. Ce n'est pas à l'étranger de choisir les dirigeants africains. Pour moi, le processus d'émancipation africaine doit partir de mouvements endogènes. Donc je ne me vois pas m'inscrire dans un schéma. Je ne pense pas qu'on doive chercher à être président en Afrique avec le soutien de la France. Et ça, c'est la France-Afrique. Donc voilà, pour moi, c'est très clair. Il faut qu'il y ait eu un processus politique interne. Bon, je vous donne un exemple, hein, le Mali avec Assimi Goïta. Bon, ils ont fait un coup d'État, il y avait une révolution populaire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Tout ce que vous pouvez lire, nulle part il n'est dit que c'est la Russie qui a fait le coup d'État. C'est pas la Russie qui a fait le coup d'État de Goïta. C'est Goïta et ses camarades, et puis le mouvement de la société civile politique, les partis politiques d'opposition qui tenaient la rue depuis 1 an. C'est la congruence de ces deux forces qui a provoqué le changement. Alors par la suite, il passe une alliance stratégique avec la Russie pour gouverner et sortir de l'étranglement du néocolonialisme français, mais ça vient après. C'est pas la Russie qui le fait. Donc moi, je ne suis pas pour l'idée que une puissance étrangère vienne imposer des dirigeants africains. C'est anti-panafricaniste de le penser. Je suis plutôt pour le travail d'éveil, ayant pour but de faire émerger un projet commun dans chaque pays africain, et que ce projet commun soit ce qui porte le changement. Est-ce que vous comprenez aussi, est-ce que vous comprenez aussi que le fait que vous ayez rencontré Assimi Goïta au Mali puisse cristalliser aussi ce que vous appelez un acharnement politique contre vous? Non, mais je ne le comprends pas du tout, parce que, en fait, avant que le président Macron n'arrive au pouvoir, j'avais rencontré d'autres dirigeants africains. Vous avez vu la photo avec Guillaume Soro, il était président de l'Assemblée nationale. C'est une photo qui date de 2012. J'ai rencontré Alassane Ouattara, qui était alors déjà président de la République de Côte d'Ivoire. Les images existent sur le web. J'ai rencontré Blaise Compaoré, qui était président du Burkina Faso. Et quand je venais donner des conférences dans ces pays-là, j'avais des amis qui m'amenaient saluer le président. Et j'allais le saluer et lui dire un peu, donner mon opinion sur l'évolution des choses en Afrique en tant qu'expert en analyse politique. Donc, j'ai rencontré beaucoup plus de chefs d'État avant la rencontre avec le colonel Assimi Goïta qu'après. Donc, je ne comprends pas. Ces rencontres ont lieu,
j'ai rencontré les premiers chefs d'État africains que j'ai pu rencontrer, ça date de 2012. En 2012, c'est François Hollande qui est président. Juste avant, il y avait Sarkozy, mais je rencontrais déjà des personnalités politiques dans les conférences internationales, etc. C'est sous le président Macron qu'il devient impossible d'être un intellectuel franco-africain politiquement engagé en France. D'ailleurs, j'ai observé que en fin d'année 2020, Guillaume Soro, opposant politique ivoirien, était en exil en France. Et le président Macron, dans une interview publique, lui a ordonné de quitter la France. C'est quand même un style nouveau, ça. Ce n'est pas un juge qui signifie à un réfugié politique qu'il doit partir, mais c'est un président de la République en exercice, à l'occasion d'une interview de presse. Donc, Guillaume Soro a appris de la bouche du président Macron qu'il devait partir de France. Non pas d'un juge, il n'a jamais reçu une OQTF, comme on les appelait, obligation de quitter le territoire français, d'un juge. C'est le président Macron. Donc en fait, le président Macron a un style assez singulier. Il a décidé de régler personnellement des comptes avec ceux qui critiquent la politique africaine de la France ou qui critiquent ses amis africains. Dans le cas d'espèce, moi, je pense que j'ai été pris en chasse pour ces deux raisons. Je critique la politique africaine de la France. Le président Macron n'est pas capable de mettre en face des intellectuels qui démontrent le contraire. Donc il ne peut pas nous vaincre sur le terrain de la communication politique. Et puis je critique les dictateurs africains envers lesquels le président Macron est complaisant. Alors là, ça fait trop, parce qu'eux-mêmes lui demandent ma tête. Et c'est le cas d'Alassane Ouattara. Lui, il l'a demandé publiquement plusieurs fois. D'ailleurs, c'est lui qui a obtenu que Guillaume Soro soit chassé de France par le président Macron. Et donc, tout vient de là, du fait que le président Macron ne pense pas qu'on peut opposer à des idées politiques différentes, des idées politiques contraires. Il pense qu'on doit opposer la force à l'argument. Il oppose la force à l'argument. Il ne veut pas la force de l'argument, mais l'argument de la force. C'est ça, ce qu'il y a de nouveau. Et je veux ici rendre hommage, de ce point de vue, au président Hollande, au président Sarkozy, au président Chirac, que j'ai eu comme président de la République en exercice avant M. Macron. Ils ne m'ont pas maltraité. Je disais la même chose. Je vous ai montré tout à l'heure mon livre de 2014, le chapitre sur la politique africaine, la politique camerounaise de la France. Toutes les idées pour lesquelles je suis persécuté aujourd'hui sont là-dedans. Mais écoutez, je ne suis pas le seul. Je le dis à nouveau dans cette interview. Regardez ce livre. C'est un livre collectif sous la direction de Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme, 16e, 21e siècle, de l'extermination à la repentance. Parmi les contributeurs, un certain M. Pape Ndiaye. Et là, tout ce qui est dit dans ce livre, c'est ce que je défends. Alors, dites-moi comment le ministre de l'Éducation nationale, qui a produit une œuvre contre le colonialisme jusqu'au XXIe siècle, qui dit que le colonialisme, c'est de l'extermination à la repentance, et que ça continue au XXIe siècle, dites-moi comment un ministre de l'Éducation nationale, historien, spécialiste de la lutte contre les discriminations, contre le colonialisme, grand pourfendeur, présenté même comme wokiste par un certain nombre de milieux politiques en France, dites-moi comment il est possible qu'il sanctionne un professeur agrégé, comme lui d'ailleurs, docteur de l'université, professeur au lycée, professeur à l'université, qu'il le sanctionne dans le cadre de son travail pour des opinions similaires exprimées hors de son milieu professionnel. Ça, c'est vraiment l'illustration de l'en même temps macronien qui défraie la chronique dans plusieurs autres sujets. On a vu le président Macron en Chine. Il va en Chine, il dit il faut qu'on arrête d'aligner la politique internationale de la France sur les États-Unis. Mon œil. Qu'est-ce qu'il a fait depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien? Toute l'Europe fait les quatre volontés des États-Unis d'Amérique, même quand les États-Unis détruisent Nord Stream, mais l'Europe se tait. Pourtant, c'est l'argent de l'Europe qui a été investi dans la construction de ces gazoducs. Alors, je suis personnellement convaincu que le président Macron n'est pas à la hauteur de la réforme de la relation franco-africaine. Il n'est tout simplement pas à la hauteur. Et il est arrivé au pouvoir avec des collaborateurs qui sont encore moins à la hauteur que lui. Parce que les diplomates qu'il a chargés de répondre aux panafricanistes, mais en fait, c'est des querelleurs de marché. C'est pas des gens qui argumentent. Ils parlent même pas comme vous, qui êtes journaliste de profession. Ils viennent pour dire, écoutez, Anne-Sophie Havé, moi je me plains de convocations administratives répétées à propos de mes opinions comme citoyen. Réponse, paranoïaque. Elle écrit, tweet,
Vous êtes un paranoïaque. C'est ça la diplomatie publique de la France. Elle est chargée des réseaux sociaux de la France en Afrique. Parano. Alors, M. Ité, lui, c'est encore pire. Il vous fait des tweets et des contre-tweets en écrivant très mal la langue française. Ça fait honte pour nous d'avoir des diplomates qui ne savent pas écrire le français et qui sont chargés de répliquer à des intellectuels francophones de très bon niveau. Moi, le français, je l'ai appris méticuleusement. On me l'a enseigné dans la rigueur de la... C'est-à-dire que l'école africaine de mon enfance, c'est la Troisième République. C'est le modèle de l'école de la Troisième République. Une faute de grammaire, c'était moins 4 points. Une faute d'orthographe, c'était moins 2. On nous envoie sur les réseaux sociaux Monsieur Ité qui ne sait pas s'exprimer en français. Je vous prends n'importe quel paragraphe écrit par cet homme. Prenez par exemple ce qu'il a écrit quand il a dit que l'eau qui coule à Niamey est européenne. Mais écoutez, il ne fait pas 2 phrases, il y a une faute. Et c'est lui qui a été chargé d'inaugurer la guerre informationnelle contre des intellectuels panafricanistes. En fait, en face, il n'y a rien. Il n'y a pas du répondant. Alors, à Montpellier, on a vu quelque chose. Le président Macron a essayé de se connecter à une certaine intelligentsia africaine. Je pense à Achille Mbembe, je pense à un certain nombre de gens avec qui il a fait la grand-messe de Montpellier. Mais ces gens-là ne sont pas écoutés sur le continent. Ils ne sont pas écoutés. Ils sont considérés comme des intellectuels de salon, des intellectuels bourgeois qui sont coupés des masses africaines et ils ne sont pas écoutés du tout. Achille Mbembe, il écrit dans Jeune Afrique, il publie ses tribunes dans le Figaro. Les Africains ne lisent pas ça. Jeune Afrique, en plus, crypte ses articles et demande aux gens de payer pour lire. D'abord, les gens n'ont pas envie de lire, ensuite ils cryptent. Mais les gens ne lisent pas. Donc, le président Macron a choisi une élite intellectuelle africaine coupée des masses africaines, qui n'est pas écoutée par les Africains, et qui est d'ailleurs absente de la bataille des réseaux sociaux. Vous avez remarqué, toutes les grandes figures qu'il a voulu promouvoir à Montpellier, elles n'ont pas 10 000 personnes sur leur page, sur les réseaux sociaux. Or, les Africains, ils sont où? Ils sont là. Et justement, oui. Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? Moi, je crois que je fais de la grande politique, la politique des idées. Et je pense que j'ai beaucoup servi à la France et à l'Afrique en participant à la clarification intellectuelle des combats africains de ce siècle. Et est-ce que faire des vidéos sur Internet, sur une chaîne YouTube, ça suffit pour modifier pour changer les choses? Moi, je constate qu'il y a des changements. Où ça? Mais en Afrique, les pays africains qui ne veulent plus être occupés militairement demandent officiellement et sans une goutte de sang à l'armée française de se retirer. Vous pensez quand même que c'est un changement, non? Le Mali n'a pas tiré une balle. Il a juste pris une décision. Alors, il faut s'attendre à des décisions similaires sur le CFA. Donc au Mali, par exemple, c'est un peu grâce à vous? Non, je ne dirais pas un peu grâce à moi. C'est parce que le peuple malien a pris conscience de la nécessité d'assumer lui-même ses forces de défense et de sécurité. Mais inévitablement, ceux qui invitent les Africains à se prendre en charge sont pour quelque chose dans le fait que les Africains se prennent en charge. Moi, je suis pour cette influence, comment je vais dire, douce. C'est le commerce des idées. Qui plus est, comme je suis citoyen français, je fais partie de ceux qui facilitent la distinction entre la politique africaine de la France et le peuple français. C'est un élément de langage que vous retrouverez chez tous les panafricanistes bien structurés. On ne s'attaque pas au peuple français et nulle part il ne faut s'attaquer à une personne parce qu'elle est française. Parce que si vous le faites, vous allez devoir vous attaquer à beaucoup d'Africains qui sont français. Qui sont français. Non, il s'agit de la politique africaine actuelle de la France. Si celle-ci était changée, les relations franco-africaines connaîtraient une aurore formidable. C'est le message que je passe. Donc je vois que ça change. Les élites politiques prennent confiance en elles-mêmes, les sociétés civiles prennent conscience en elles-mêmes, et surtout on a découvert les vertus de l'action non violente. Beaucoup de gens pensaient que voilà, pour que l'armée française se retire du Mali, il faudrait une guerre. Non, il ne faut pas de guerre. Il faut simplement que la société, l'élite politique, soit en phase et se prépare à assumer leur autonomie. La preuve, ils l'ont demandé, l'armée française s'est retirée pacifiquement. Les Burkinabés l'ont demandé, l'armée française s'est retirée pacifiquement. Pourquoi l'armée française se retire-t-elle
pacifiquement, parce qu'elle observe qu'il y a une fusion entre les élites politiques qui demandent ce retrait et les peuples. Parce que s'il y avait une division, je veux dire, s'il y a une majorité des peuples africains qui étaient contre le retrait français, je peux vous dire que l'armée française ne partirait pas. La preuve. Là où elle a un rapport de force en sa faveur, elle ne veut pas partir. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Tchad, elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir parce que les régimes politiques qui sont en place tiennent encore en bride la société, de telle façon que celle-ci ne peut pas exprimer l'opinion majoritaire. Partout où l'opinion majoritaire est passée dans la bouche des politiques, ils ont pacifiquement obtenu un changement de leurs relations sécuritaires avec la France. Alors, moi, j'ai écrit depuis plus de 20 ans pour qu'on anticipe là-dessus. Qu'on anticipe, qu'on retire nos militaires et qu'on noue avec les Africains des relations de confiance et même de coopération sécuritaire largement bénéfiques aux deux parts. Il fallait organiser spectaculairement et symboliquement la responsabilisation des Africains. On a raté ça. Et là, en tant que Français, je conçois une certaine honte dans la manière dont on se retire, parce qu'on n'anticipe pas. Quand vous savez que les peuples ne veulent plus de l'occupation militaire, mais vous devez anticiper. Et vous devez vous retirer et préparer une relation mutuellement bénéfique, dans d'autres termes, avant que les peuples ne l'obtiennent par une décision du gouvernement. Or, en fait, les peuples africains, c'est très clair, ils ne veulent plus de l'occupation militaire. Quel que soit celui qui est au palais présidentiel, les Africains, ils en ont marre d'avoir des camps militaires français. Ils en ont vraiment marre, c'est physique, ils ne veulent pas de ça. Mais les Africains ne détestent pas les Français. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de traque de chasse aux Français, comme peuple, comme individu en Afrique. Ça n'existe pas, en très bonne partie parce que des personnes comme nous contribuons à structurer l'opinion. Ne confondez pas le peuple français et la politique africaine de la France. Ce n'est pas la même chose. Parce que sinon, on devrait confondre chacun de vos pays avec ce que fait le dictateur qui est en place. Et on verrait un Camerounais, si Paul Biya, comme le Cameroun est sous la dictature de Paul Biya, on lui ferait porter tout ce que Paul Biya fait. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc ce travail que nous faisons, il aurait porté du fruit si nous étions écoutés ici. Si on nous donnait la parole ici, en fait. On aiderait à structurer et à préparer la solution. C'est la raison pour laquelle vous avez accepté de nous parler aujourd'hui. Mais oui, c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai dit chiche, je prends. Je vais vous dire ce que mes amis sur les réseaux sociaux ont écrit quand je leur ai dit, parce que je leur ai dit que je vous recevais. Ah, attention, surveille ton micro. C'est des agents des renseignements généraux, ils pourraient t'empoisonner. Fais gaffe, fais gaffe. Attention, tu es trop précieux pour nous. On n'a même pas besoin que tu parles sur France 24, etc. T'en as pas besoin. Je leur ai dit non. Moi, je vais saisir cette occasion qui m'est donnée de parler à mes compatriotes français, m'adresser au peuple français pour montrer que nous ne sommes pas ceux qu'on veut nous faire passer pour. Nous ne sommes pas ces gens-là. Nous ne sommes pas des diablotins qui sont là, qui crachent, comme on dit, dans la main, qui les nourrit. Non, nous sommes des citoyens des deux rives qui veulent hâter une révolution, une réforme radicale de la relation franco-africaine. C'est ce que nous sommes. Donc si je ne parle pas à France 24 et à RFI quand ils viennent vers moi, mais je vais renforcer l'opinion que, en fait, c'est une inimitié viscérale, ontologique, ou je ne sais quoi, qui m'opposerait à tout ce qui est français. Ce n'est pas vrai. Je suis citoyen français. J'ai ma carte d'identité française et qui est là. Je suis natif du Cameroun, donc citoyen natif du Cameroun, citoyen adoptif de France. Mes enfants sont natifs de France. Donc, il faut que je sois complètement devenu fou pour mener une politique qui mènerait à ce que le pays qui m'accueille brûle. Donc, les Africains, quand je leur ai dit, mais non, je vais recevoir RFI et France 24, ils m'ont dit, mais c'est courageux. Je dis, je n'ai pas le choix. Depuis plus de 20 ans que je parle dans ce pays, on ne m'a jamais tendu ce micro-là. Si je ne réponds pas maintenant, mais je rate une occasion de révéler ce que je pense vraiment, de révéler qui je suis et de briser les barrières. Parce qu'il y a tellement de préjugés qui sont entretenus sur les panafricanistes en général, les luttes africaines actuelles. Si on n'a pas d'occasion de parler sur les médias de notre pays adoptif, dans mon cas la France, eh bien, jamais on aura l'occasion de dessiller un peu le regard. On aurait bien aimé qu'Émile
Kémy Séba partage votre opinion. C'est ce que j'allais dire, on aurait bien aimé Kémy Séba. Mais Kémy Séba, il est allé sur LCP, non? Avec Yves Tréhard. Oui, déjà, c'est Mais c'est pas tout à fait pareil. Ah ouais? Et, Vous, a priori, il a dit non? Nous, on avait rencontré justement le fameux week-end dont vous parliez, Oui. Où le responsable d'ACMI a pris, pas a pris la parole, mais où Wassim Nasr a posé des questions au responsable lui a donné la parole. Lui a donné la parole, absolument. Ce week-end-là, effectivement, Kémy Séba était à Bobigny. Oui. Et nous, on y était aussi. Et on voulait lui donner la parole, et en fait, ça n'a jamais pu se faire. Bon, voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il se plaignait qu'on ne lui donne pas la parole pendant son discours, et après on est allé le voir pour lui proposer justement de caler une interview. Mais je crois que ça montre toute la méfiance qui est née, qui s'est développée ces dernières années. Si vous le connaissez, nous, on veut bien que vous... Non, mais écoutez, moi, hier, en fait, dans un direct que je faisais hier, j'ai dit, aujourd'hui, je reçois 2 journalistes de RFI et France 24 à la maison. Vous l'avez redit tout à l'heure. Et je l'ai redit là, voilà, parce que je suis très en transparence avec ce public qui m'écoute. Sinon, très rapidement, c'est la méfiance. Peut-être que vous pouvez dire à Kémy Séba, si vous le connaissez, que ça s'est bien passé avec nous. Mais bien sûr que je vais le lui dire. On va même prendre une photo. Je vais demander à ma fille Naomi de nous prendre une photo ensemble. Et lui dire, ils sont pas méchants. Et c'est pas des diables. Et puis, ils appartiennent à une génération qui est assez proche de la nôtre. Si ces Français qui ont entre 30 et 40 ans ne peuvent pas nous comprendre, c'est vraiment mort. S'ils ne peuvent pas comprendre l'Afrique, c'est vraiment mort. Il va se passer des choses dégueulasses pour nous tous. Il ne faut pas rater une occasion de discuter avec les gens. Moi, je ne rate pas ces occasions-là. Chaque fois qu'on m'a invité, je considère que c'est un honneur qui m'est fait et une chance qui m'est donnée de briser les barrières. D'abattre les montagnes de préjugés qui ont été érigées entre nous, et même entre nos esprits et nos âmes. Parce qu'après tout, vous êtes capable de comprendre qu'un pays qui est proclamé indépendant depuis 60 ans n'a pas besoin le matin de voir des militaires de l'armée coloniale qui passent. Ça, vous êtes capable de le comprendre. Le général de Gaulle a demandé aux Américains de partir immédiatement après la guerre parce que c'était juste insupportable. Bon, les Africains, ça fait 60 ans. Et dès qu'ils ont un problème avec un dictateur qui veut le bouter dehors, l'armée française sort, bloque toutes les artères, protège le dictateur, au nom de la stabilité. Votre génération peut comprendre ça quand même. Et si on ne vous parle pas, nous qui sommes entre les deux rives, si on ne parle pas avec vous, mais qu'est-ce qu'on va faire d'intelligent? Donc en fait, on va rentrer dans des logiques d'escalade. Les logiques d'escalade qui, globalement, vont engendrer des tragédies supplémentaires. Alors que si on peut anticiper et changer la forme et le contenu de la relation, on est tous gagnants. Moi, je n'ai jamais conçu de toute ma vie que je me sentirais en insécurité en France. Pour moi, la France, c'était, jusqu'en 2021, c'était vraiment le havre dans lequel je bénéficiais des victoires des révolutionnaires du XVIIIe siècle, du XIXe et du XXe. Je bénéficiais des luttes des prédécesseurs que j'admire, les luttes des Sartre, les luttes des Camus, etc. Voilà. Mais en fait, j'ai toujours pensé que je vivrais toute ma vie à transhumer entre les deux. La retraite, c'est normalement dans 10 ans, à tout prendre. Eh bien, je transhume. Je suis 6 mois en France, 6 mois en Afrique. Et parce que mes enfants, je crois qu'ils seront davantage en France qu'en Afrique. Ils ont passé l'essentiel de leur naissance à leur vie ici. Ils vivent ici. Et là, tout d'un coup, tout ça est remis en cause par le fait que des citoyens inoffensifs, non violents comme nous, sont diabolisés. Alors, si moi, on me diabolise, que dire alors de ceux qui seraient prêts à prendre les armes contre la France en Afrique pour libérer la terre d'Afrique? Je rappelle que c'est une thèse assez répandue dans les opinions, mais ils ne comprennent rien. On leur demande de retirer leur armée, leur monnaie, ils ne veulent pas comprendre, donc ils nous obligent à recommencer la guerre d'indépendance. Des gens comme moi sont là pour dire il y a une chance de passer par les mobilisations, la conscientisation, les réformes et les décisions souveraines, sans aller de nouveau vers des tragédies. On n'en a pas besoin, parce que les tragédies, on n'en maîtrise pas l'aboutissement.
demain, vous êtes convoqué, vous avez une convocation à la police judiciaire, c'est ça? C'est Oui. la dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous craignez par rapport à cette convocation? Alors, déjà, pourquoi êtes-vous convoqué et qu'est-ce que vous craignez? Marie Schuster, je suis convaincu que cette convocation fait partie de la kyrielle des dispositions qui ont été prises pour me persécuter en France depuis 2021. Ça, c'est la première chose. Elle n'arrive pas comme un cheveu dans la soupe. Elle fait partie du dispositif. C'est une convocation dans le cadre de la persécution politique dont je suis l'objet. Pourquoi? J'ai été président de plusieurs associations en France. Dès 2001, j'étais président de l'association des élèves, vice-président de l'association des élèves et étudiants camerounais de Poitiers. Quelque temps après, j'étais membre du Parti socialiste. Quelque temps après, quand j'ai été affecté dans le Nord, je suis devenu président de la Ligue des droits de l'homme de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. J'ai été président de l'association CAP, Comité d'action panafricaine, qui regroupait plusieurs associations. Ensuite, j'ai été président ici en Normandie de l'association Survie Haute-Normandie, l'antenne Haute-Normandie de la grande association nationale Survie. Tout cela s'est bien passé. La dernière association que j'ai créée s'appelle Crush Party de Paris pour Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro préparait sa campagne présidentielle ivoirienne, il est venu en France et on a décidé de créer un cadre pour mobiliser les soutiens, collecter des dons, etc., pour organiser ces rencontres avec les Ivoiriens, les Africains. C'est la dernière association en date que j'ai créée et que j'ai gérée. On décide de me convoquer pour m'expliquer sur cette association parce qu'on croit, je ne sais comment, y avoir trouvé un motif de me coller un abus de confiance. Ce sont les mots que l'officier de police qui est venu ici, dans ce salon-là, ce sont les mots qu'il a utilisés. On voudrait vous auditionner parce qu'il y a des soupçons d'abus de confiance dans l'association Crush Party de Paris pour Guillaume Soro. Bon. Mais qui m'accuse? Je ne sais pas. J'ai la convocation ici, je vous la ferai filmer. C'est écrit « enquête judiciaire ». Autrement dit, puisqu'il n'y a pas une personne civile qui m'accuse, je ne sais pas, d'avoir récupéré de l'argent, des dons chez elle et d'avoir fait un autre usage que celui qui était annoncé, ça se voit très clairement qu'il s'agit probablement d'une procédure venue du ministère public, c'est-à-dire du gouvernement, qui décide de m'inquisitionner et de tenter d'établir que je serais en faute dans la gestion d'une association. Tout ceci contribuant à me faire taire. On me prive de salaire, on essaye de me faire porter un délit pour me priver par amende davantage, effectivement, d'économie si j'en ai, et peut-être même de liberté. Dans le même moment, on a organisé dans les aéroports de France une persécution au corps chaque fois que je viens passer. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, on m'avait prévenu qu'on allait vraiment me faire payer mon ingratitude envers la France. Il s'agit d'une suite logique du processus persécutoire. Donc j'irai avec des avocats, je répondrai aux questions de la police judiciaire avec la conviction intime que j'ai affaire à la même main. La main qui, depuis 2021, a décidé de me punir parce que je critique la politique africaine de la France, c'est-à-dire la main du régime de M. Macron, c'est celle-là qui me convoque demain devant la police judiciaire dans l'espoir de me coincer et d'utiliser cela pour discréditer mon engagement politique, intellectuel, citoyen, franco-africain. Très bien. Autre chose? Non. Merci beaucoup, monsieur Niams. Merci beaucoup. Bon, ouais. maintenant, je voudrais vous faire une doléance. C'est au nom de ce que j'appelle une solidarité citoyenne et intergénérationnelle, je vous demande de tout faire pour restituer le plus fidèlement possible les propos que j'ai tenus. Et je sais que vous avez, en tant que journaliste, la ligne éditoriale de vos journaux, mais au moins, soyez fidèles à ce que j'ai dit. Et puis, ne présentez pas de ce que j'ai dit qu'un aspect. Je crois que je me suis efforcé de regarder les choses dialectiquement à chaque fois. Ça, c'est ma demande, mais au nom de ce que j'appelle la solidarité citoyenne et générationnelle. Donc moi, je vous fais confiance. C'est à vous de me montrer que vous avez mérité ma confiance. Bon, moi, je fonctionne à l'intuition. Quand Marie m'a écrit, je me suis dit, il y a une bonne longueur d'onde là, cette dame-là, ce qu'elle me dit, je crois qu'elle peut venir à la maison.
Tout le monde m'a dit quoi? J'ai dit oui, elle peut venir. Mais tout le monde, c'est qui votre Tout. famille Mais même ma famille m'a dit quoi? France 24, RFI. Ma femme est aide-soignante, elle est au travail là actuellement. Elle m'a dit quoi? Ils vont venir. J'ai dit mais bien sûr, il faut qu'ils viennent. Elle me dit mais pourquoi? C'est pour qu'ils voient que je ne suis pas un monstre, parce qu'on me présente comme un monstre. Je ne suis pas un monstre. Il faut qu'ils viennent. Comment est-ce que votre âme réagit par rapport à tout ce qui se passe là dans Alors, votre vie les développements de ces 3 dernières années sont franchement traumatisants. Et, alors, d'abord, elle n'est pas engagée politiquement. Elle m'a toujours laissé l'engagement politique. S'est occupée avec moi, surtout elle, de nous aider tous à bien élever nos enfants. Et elle pensait que l'adversité nous viendrait systématiquement des dictateurs africains. On est tous troublés et fortement perturbés de voir que c'est de Paris que vient l'adversité maintenant. On était habitués au fait que, bon, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire. Hein. Ouattara, tu as écrit un livre contre lui, si tu vas là-bas, il te fout en tôle. Hein. Il n'y a pas de débat. Tu le sais. Biya, attention, hein, tu as écrit un livre contre lui aussi. Méfie-toi, au Cameroun, tu pourrais avoir des problèmes. Ça, on savait. Mais il y a quelque chose de nouveau qui nous est arrivé, c'est que la France, qui est la terre dans laquelle nous nous sentions le plus en sécurité, le plus tranquille au monde, en faisant exactement ce que je fais encore maintenant, est devenue inquiétante. Et je le sens chez elle, qu'il y a une angoisse qui est née, il y a une inquiétude qui est née. Elle m'a posé la question, on va où s'ils ne veulent plus de nous en France? On va aller où? Imaginez ça. Famille franco-africaine, un intellectuel opposé aux dictatures africaines, qui critique la politique franco-africaine, et donc qui n'est pas en sécurité avec les dictateurs africains, et qui n'est plus en sécurité en France. Donc là, on a vraiment la question qui nous travaille. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans cette nouvelle insécurité, venue cette fois-ci de Paris? Qu'est-ce qu'on fait? On a des jeunes enfants, Emma a 4 ans, Théo a 10 ans, et puis on a deux grands, Naomi qui finit sa licence de droit bientôt, et puis Miko qui a 24 ans. Bon, ils vont relativement vers l'autonomie. Mais enfin, on a encore 2 petits. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Y a-t-il un lieu de la Terre où on puisse trouver avec certitude la tranquillité malgré l'exercice de ma sacro-sainte liberté d'expression? Parce que je l'ai toujours exercée. Voilà. On se voit demain par rapport à ça. Mais voilà, écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous me permettez juste... Oui, non, de faire quoi? Mais si, bien sûr. Est-ce que vous me permettez juste de faire un petit plan du très beau livre Histoire du panafricanisme? Oui, bien sûr. Il était juste derrière vous. Oui. Non, mais laissez-le dans la bibliothèque. D'accord. Il était juste derrière votre tête et je l'ai vu tout le long. Celui-là, n'est-ce pas? Oui, mais il faudrait juste en gros plan le... Oui, absolument, je vous le sors. Non, le sortez pas, surtout pas. D'accord, je le Surtout laisse. pas. Oui, laissez-le en place. Non, c'est juste pour... Oui, illustrer. Voilà, pour les plans de coupe. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui attire le regard et... On vous a parlé tout de on a suite. envie de le voir Ouais. en gros. Vous voulez que je sois assis à côté? Non, je vous laisse. C'est pas nécessaire, juste... Super. Ça va encore. oui, ça va. Vous voyez, c'est bien qu'il y ait des choses Trop de partout. trucs. Ouais, en fait. Je savais pas. Ça va se casser la gueule au sol. Bon, hop. T'es sûr qu'il était au même endroit là? Oui. Ouais, il est au même endroit. Voilà. Pierre, est-ce que tu aurais la gentillesse d'enlever le micro de monsieur Nancy? Par contre, je sais pas comment on le. Tu le déclipses et tu l'enlèves. Il n'y avait pas une petite mousse quelque part aussi, Ah non? bah si, elle était tombée tout à l'heure la petite. Faudra que je cherche dans le. Parce qu'il faut que je m'approche un petit peu, c'est ça le truc. Ouais. Comme vous vouliez pas trop que j'aille là-bas. Just for you. Merci, c'est gentil. Je permets, hein, juste Oui, 30 allez-y. secondes. Hop là. Voilà. On va le faire comme ça. Très bien. Justement, on doit rencontrer Hamzat Boukari Yabara qui a, qui a beaucoup écrit sur le sujet aussi, bien entendu. Historien.
Voilà. Qui a écrit L'Empire qui ne veut pas mourir. C'est un livre que j'ai dans la bibliothèque. L'Empire qui ne veut pas mourir. La France-Afrique. Vous l'avez dans votre bibliothèque? Oui, mais ça serait fastidieux de vous le trouver. Ah, Vous l'avez ouais, pas, il est mais vous quelque part. oui, il est quelque part. Non, dans mais la c'était maison. pour voir justement que dans votre Non, mais bibliothèque, vous avez aussi. il y a d'autres livres dans les chambres et partout. Ça prolifère ici. Je sais pas comment ça se Ah, bah oui. J'ai pas tout, j'ai mis là, je l'ai pas écrit par contre. Je sais pas comment on l'écrit. De quoi, le micro? Bah ça, je pense que ça doit être. Tu appuies longtemps sur le bouton rouge. Je vais juste chercher ça. Et parmi vos détracteurs sur Internet, qui d'autres, vous avez des noms à nous donner? Oh, écoutez, Parce qu'on a Sylvain Ité, on a Anne-Sophie Avé. ce sont les principaux, côté France. Alors, côté Afrique, ce sont les communicants de la dictature ivoirienne. Voilà, super. Je remets ça, il y avait Ça quoi va, dessus le faire. Ah oui, le fer. Ce sont les communicants de la dictature ivoirienne en particulier. Et là, ils sont nombreux, mais pas très signifiants. Parce qu'ils ne produisent pas non plus une littérature de qualité. Mais c'est depuis le jour où, je crois, on m'a mis dans la liste de la guerre informationnelle. Et les choses ont pris un autre tour. D'ailleurs, je vous avais posé la question à ce propos de cette histoire de guerre informationnelle. Vous nous en avez parlé d'ailleurs dans le. Si vous pouviez me forwarder, vous savez, la capture d'écran Oui. de vos échanges avec Sylvain Ité. Oui, je vais vous envoyer ça. Pour résumer dessus, dans votre reportage. C'est toujours mieux de. La télé, c'est un peu ça, hein, faut le voir pour le croire. Bien sûr, Voilà. c'est la dictature de l'image. Voilà, c'est ça. Et donc, votre convocation demain, elle est 9h30, c'est bien ça? C'est 9h30. Donc je vais arriver là-bas à 9h par là, hein, pour parler un peu avec des amis, parce que je crois qu'il y a des amis qui viennent m'accompagner. Vous partez de chez vous à quelle heure? Oh, peut-être 8h45 par là. On a traversé la ville dans ce sens-là. D'accord, vous partez en voiture? On part en voiture, oui, avec mes avocats. Ça vous ennuie si on est là un petit peu avant? Juste pour vous filmer, entrer dans la voiture et commencer votre périple? Oui, Ça vous gêne pas? Non, oui. Pour savoir à quelle heure on doit se donner rendez-vous dans la porte, tout ça. Ouais. Il faut qu'on soit à 8h45 ici. Ouais. Je crois que c'est jouable ou pas? Je vais partir à 6h. De notre côté, on n'aura pas besoin de. On n'aura peut-être pas besoin de faire après l'essence ce coup-ci. Oui. Ouais, mais bon, tu vois, on a mis quoi, 2 heures pour venir. Ouais, mais. Ouais, ça bouchonne pas mal. Pourtant, c'est pas si loin, il y a 100 Non, km. bah oui, non, c'est pas loin. Je suis désolée, hein, je suis toujours un petit peu. Donc 8h45, Bah, devant vous m'attendez en bas, là, ouais. 8h45, ça me paraît pas mal. Ouais. Je serai avec mes avocats, vous pourrez poser une ou deux questions si vous voulez. Ça va, vous aurez le temps de vous préparer. On a dépassé un petit peu peu en par avant, rapport à ouais, l'horaire parce que, prévu. ouais, on a un peu dépassé, ouais. J'essaie de faire le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bitoniaux que si j'oublie les trucs, après ça. C'était un véritable studio que vous aviez. Oui, mais je suis un. Voilà, l'union fait la force en général, et moi je suis un. Un fidèle. Moi, je sais pas faire grand chose. C'est ça le problème, c'est que Ça y est, ça.
c'est le pro du micro, mais il sait pas trop le faire marcher, c'est quand même dommage. Ça l'intéresse pas ou c'est vraiment qu'il est tape? Non mais c'est une blague. Oui. C'est une blague parce que tout à l'heure il n'arrivait pas à mettre off sur le micro parce que c'est pas les mêmes micros, donc il connaît pas, Mais si, il non, pas mais ces micros-là en fait. C'était juste pour je sais Non, pas mais- ça non plus, je sais. Je veux prendre une photo avec les journalistes. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Oui. Ah, il y a celui-là aussi. Donc, bon, ils sont bien faits et puis ils sont bien des êtres de chair et d'os. Voilà, faudra le dire à Kémy Sébastien. Kémy Séba, bon, je suis encore vivant. Et vous craignez réellement pour votre vie? Non, non, non. Je ne pense pas parce que, écoutez, je pense pas que ce soit